Salut, c'est Mathieu, blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et j'ai eu l'opportunité aujourd'hui d'interviewer Théo, plus connu sous le nom de Fitness Smith, qui nous partage un peu son expérience et on parle de divers sujets. Donc je t'invite à regarder cette interview jusqu'au bout et de me dire ce que tu en penses dans la description. Et bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Je partage régulièrement des vidéos sur la musculation et la nutrition. Et tu peux aussi télécharger directement en description un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids avec un exemple de programme. Allez, c'est parti. Donc, merci à toi, Théo, d'être présent là aujourd'hui pour cette interview. Alors, moi, ça me fait vachement plaisir parce que, en fait, je te suivais déjà avant de commencer mon blog Ouais. et avant de faire mes vidéos YouTube. Donc, je trouve ça vachement cool d'avoir l'occasion de t'interviewer aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais donc tu as un blog, tu as un site internet. Tu as un espace membre aussi, donc tout ça dédié à la musculation, à la nutrition et autres, hein, tu te diversifies un peu en ce moment. Et tu as aussi une chaîne YouTube, donc Fitness Smith, et aussi un podcast. C'est bien ça? Ouais, bah alors déjà, bonjour et merci à toi déjà de m'inviter. C'est toujours agréable de se faire inviter ailleurs. Tu sais, tu mets les pieds sous la table un peu par rapport à d'habitude où tu crées du contenu. Là, j'ai l'impression de mettre les pieds sous la table. Donc ouais, non, c'est exactement ça. Je passe un petit bonjour aussi à tous tes abonnés, auditeurs et en vidéo. C'est exactement ça. Donc j'ai un blog, enfin un blog qui est devenu plutôt un site maintenant, comme une plateforme un petit peu de contenu où tu as de l'écrit, tu as de l'audio et tu as de la vidéo. Alors la vidéo sur le site, c'est plus tout ce qui va être mes cours, mes formations, le contenu en fait pour ceux qui sont vraiment dans le dur en fait sur le site internet. Et après sur YouTube, c'est plus léger, c'est plus grand public on va dire sur le fitness, la musculation, le style de vie. Et voilà. Donc ouais, tu as fait un bon résumé. Et ça D'accord. depuis 2012 maintenant, ouais. Donc bientôt 10 ans. Ah oui, tu vas faire Hum. quelque chose de spécial pour les 10 ans, non? Écoute, j'y ai pas pensé. J'y ai pas réellement pensé parce que je suis tellement dans une routine, si tu veux, moi, toutes les semaines, c'est programmé le lundi, le mardi, enfin, tu vois, tous les jours, j'ai quelque chose à faire. Je suis vraiment réglé comme une horloge de ce côté-là. Donc, j'ai pas vraiment pensé à ça. Mais après, si les gens ont une idée, quelque chose que je pourrais faire, peut-être un live. J'en ai jamais fait de live réellement. Peut-être Ah, que je ferai un live, ce serait peut-être intéressant. Mais tu bah sais, ouais, moi, je pourquoi suis un petit peu. Arrête-moi si je parle trop, parce que souvent, je tendance à trop parler. pas. Non, vas-y, J'ai écoute. j'ai un petit peu de mal, tu sais, moi, à faire des lives pour tout le monde. C'est-à-dire comme, par exemple, sur YouTube ou autre. Parce que, bon, voilà, je préfère faire des lives pour des gens plus intéressés. Donc, ça ne veut pas dire le faire payant, le faire gratuit, mais, tu vois, par exemple, par un email que j'enverrai, rendez-vous à telle heure, etc. Pour qu'on soit en plus petit comité, qu'on puisse échanger et tout. Je trouve que c'est pour ça que les lives, j'en ai pas trop fait, parce que les systèmes pour les faire en petit comité comme ça, je n'ai pas trouvé quelque chose qui fonctionne bien encore. Ouais, mais tu peux faire tu mets un thème sur tes lives, comme euh, ça intéresse uniquement les personnes vraiment intéressées par le Ouais, sujet que tu c'est une veux. très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais d'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le sujet qui viennent sur des Ouais. vidéos. Tout ça parce qu'ils doivent se faire chier. Et du coup, ils viennent donner leur avis. C'est comme si moi, j'avais donné mon avis sur le bâtiment ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas très pertinent. Et du coup, Ouais. j'ai des problématiques avec ça parce que les gens réellement intéressés et réellement concernés, ils n'osent pas poser de questions parce qu'ils se rendent compte que le débat, il part dans tous les sens, quoi. Ouais. Donc c'est Ouais. toujours un peu une problématique. YouTube est devenu quand même une plateforme, c'est devenu la télévision en fait, YouTube d'aujourd'hui. De notre génération, c'est notre télévision. Aujourd'hui, là, j'ai éteint la télé, mais derrière, en règle générale, ça tourne, c'est YouTube, c'est des fonds sonores, des choses comme ça, enfin des fonds avec vidéo. C'est devenu la télévision du 21e siècle, quoi. Donc, on a forcément des personnes qui nous regardent, qui ne sont pas forcément toujours concernées. Donc, j'essaie moi, je préfère me concentrer, si tu veux, depuis toujours sur un groupe de personnes qui vraiment se sentent concernées par mon message
Et c'est pour ça que je fais bien moins de vidéos que je pouvais faire au début sur YouTube, Ouais. ou même de posts Instagram et tout, parce que si tu veux, tout le monde le fait. Et je trouve que c'est pas rendre service aux gens que de les inonder comme ça de contenu en permanence, quoi. Ouais. Toi, tu préfères faire des choses un petit peu plus peut-être pointues sur des sujets bien spécifiques pour les gens qui pourraient être intéressés par ces sujets plutôt que faire des choses un peu générales pour t'adresser à tout le monde, quoi, finalement. Ben, disons que pour deux raisons. La première, c'est que je pense à ceux qui me suivent, comme on disait tout à l'heure, depuis 2011-2012. Ces Ouais, personnes-là, ils commencent à connaître un petit peu mon style de vie, ma façon de penser, ma façon d'aborder un régime ou une prise de masse musculaire, etc., l'entraînement, enfin ouais, bon, tout le style de vie fitness. Donc ces gens-là, si je me mets à rabâcher, si tu veux, les mêmes choses, ouais, je vais les perdre, ces gens-là, alors que c'est avec ces gens-là que j'ai envie de communiquer le plus. Donc du coup, forcément, au début, quand j'ai démarré, c'était des sujets beaucoup plus légers, légers dans le sens où bah, il fallait que je crée mes bases, hein. Moi, j'avais des connaissances, mais ouais, qui étaient assez fondamentales, on va dire. Donc parler d'entraînement pour prendre de la force, pour prendre du muscle, etc., ou perdre du gras. Et au fur et à mesure, ben, c'est en fait ma propre progression. J'ai appris des choses. Dans ma routine de travail chaque semaine, j'ai un jour où je fais tout, je lis toutes les études scientifiques de la semaine, etc., enfin, qui concernent les sujets qui d'accord. m'intéressent. Et donc, du coup, moi, j'apprends, je teste. Il y a des choses, des fois, qui deviennent cohérentes par rapport à des situations que j'ai vécues. Donc, du coup, j'en parle. Et c'est comme ça, en fait, que ça devient de plus en plus pointu. Mais à la base, les personnes qui me rejoignent, par exemple, comme tu disais tout à l'heure sur mon groupe VIP, ils peuvent remonter aux premières formations. C'est du très léger. Et puis, plus ils avancent, plus ils se rendent compte que, ben voilà, par exemple, sur la perte de graisse, bon, au début, tu as, les fondamentaux, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, dès que ça avance, tu as des détails, des outils de style de vie pour la perte de graisse, tout un tas de choses comme ça qui viennent un petit peu s'articuler. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai besoin aussi, ça c'est la deuxième raison, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'anime, qui me motive. Ouais, Tu vois, si je faisais ça de manière mécanique, tel sujet fonctionne, alors je le fais en permanence. Ça, si tu veux, c'est pas quelque chose qui me motive. J'ai besoin de partager des choses qui, moi, je trouve ça pertinent parce que en fait, je mets pas mes auditeurs ou ceux qui me regardent à un niveau médiocre. Je les place en général à un niveau comme moi, voire plus élevé que moi. Mais par contre, c'est des gens qui n'ont pas le temps de faire mes recherches. Donc du coup, je ne peux pas leur dire pour maigrir, il faut faire juste élimine un petit peu de calories. Ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils ont envie d'apprendre, c'est des trucs plus des choses qu'ils ne savent pas. ouais, Et donc, du coup, en gardant ça en tête, alors je me mets tout un pan d'auditeurs et d'abonnés à dos parce que c'est des gens qui ne veulent pas rentrer dans des thèmes pointus. Mais par contre, ces gens-là, qui eux savent déjà plein de choses, en fait, pour eux, le luxe, c'est qu'ils n'ont pas les recherches, les heures de recherche que je fais. En un ouais, clic, des fois en 40 minutes de formation, bah, ils ont appris tout un tas de choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup de coachs et de professionnels de santé parce qu'ils rentrent parfaitement dans cette catégorie. Ce sont des gens qui sont pris, donc les coachs, c'est à chaque fois, bah, c'est du temps hein, de leur journée qui est pris quand ils coachent les ouais, gens. Donc le soir, quand ils rentrent ou quand eux font leur séance, ils se mettent souvent mes formations dans les oreilles. En fait, ça leur fait une formation continue, si tu veux. Et beaucoup de professionnels de santé également qui ne sont pas dans le domaine du sport. J'ai beaucoup de médecins généralistes d'ailleurs, parce que ah ça ouais, leur donne un regard, ouais, beaucoup de médecins généralistes, beaucoup de kinés aussi, ça leur donne un regard autre en fait, si tu veux, que ce qu'eux ont pu apprendre, parce que vu que moi je m'entraîne, hein, j'ai quand même une expérience de terrain, plus la science que je lis, ça leur enlève un petit peu ça, quoi. Après, ça leur permet aussi d'aller, eux, pousser un peu, parce que je mets les références scientifiques en général, eux, hmm, s'ils ont envie d'un petit peu de pousser le truc, quoi. Parce que souvent, les médecins, on oublie, mais ils ont eu entre 7 et 9 ans d'études pour préparer je ne sais plus comment on appelle ça, à la fin de leur, c'est un mémoire ou je ne sais plus ce qu'ils préparent à la fin de leurs études, ouais, mais des études, ils en ont bouffé. Et après, quand ils deviennent actifs, enfin, tu vois, ils ne peuvent plus voir en peinture les recherches scientifiques parce qu'ils en ont tellement mangé durant leurs études qu'ils ont un peu une overdose, quoi. Et ouais, le fait de leur amener sous forme de discours, c'est d'un discours beaucoup plus léger, parce que moi, tu as vu comment je parle, je suis pas du tout académique quoi, quand je parle. C'est quelque chose de plus léger et je pense que c'est comme ça qu'ils trouvent du sens. Quoi. ouais, c'est sûr que c'est mieux, peut-être, enfin, je dirais pas plus intéressant, mais
c'est mieux amené que de se taper toute la littérature scientifique, des fois, qui est. Enfin, je le fais pas mal pour le blog, et c'est vrai que des fois, il y a Ouais. certaines études qui sont assez costauds à se taper, quoi. Mais ok, de toute façon, on va revenir aussi d'ailleurs vers la fin sur ton espace VIP et ta Ouais. façon de procéder, tes sources, etc. Alors, plus au niveau déjà musculation, c'est quoi ton parcours au niveau de la musculation? Est-ce que, à quel âge tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'entraîner? Et depuis combien de temps est-ce que tu t'entraînes? Et, euh, et voilà. Ouais, alors j'ai un parcours plutôt classique, hein. Moi, tu sais, je pense qu'il y a deux types de parcours en musculation, du moins en France, parce on n'est pas comme les Américains à avoir une éducation sportive, tu sais, dès l'adolescence. On a juste nos cours de PS à l'école. Et je fais partie de la catégorie des gens en surpoids à la base. Donc moi, je me suis tourné, comme beaucoup de personnes, vers la musculation parce que je me trouvais trop gras par rapport aux autres. Donc ça, je devais avoir entre 15 et 16 ans. J'arrive pas à savoir si c'était 15 ou 16, mais j'avais à peu près cet âge-là, puisque j'étais pas majeur. J'y allais avec ma mobilette, je me rappelle, m'entraîner. Donc du coup, j'ai commencé à cette époque-là pour essayer un petit peu de perdre ce gras. Et puis, forcément, quand tu fais de la musculation, tu te dis que tu vas aussi prendre du muscle. Donc, ce qui s'est passé à cette période-là, c'est que j'ai pris pas mal de muscles parce que je n'ai aucune notion au niveau de la nutrition, hein. Ouais. J'avais rien du tout. Je savais qu'il fallait prendre des protéines en poudre. Je me rappelle, j'étais allé à Decathlon avec un copain pour acheter des protéines en poudre. Bon, c'était dégueulasse parce que c'était, enfin, la marque à l'époque que j'utilisais, enfin, c'était n'importe quoi. Puis on n'avait pas le budget, donc c'était un shaker tous les 36 du mois. Mais voilà, j'avais cette optique-là de démarrer la musculation pour perdre du gras. Donc j'ai pris beaucoup de muscles, mais j'ai pas perdu de gras parce que je mangeais comme 4, Ouais. j'ai toujours eu beaucoup d'appétit. Donc si j'étais en surpoids, c'est que je mangeais beaucoup quand j'étais ado. Donc j'ai continué à faire comme ça jusqu'au jour où j'ai déménagé. Je suis parti habiter dans une autre ville et j'ai pas d'excuses, hein, j'ai arrêté parce que voilà, j'avais plus suffisamment d'intérêt à m'entraîner. Ouais. Donc je pourrais dire que c'est parce que je rentrais dans la vie active, j'avais 18 ans. Je pourrais dire tout un tas de choses, mais la réalité, c'est que j'avais plus assez d'intérêt. Je ne trouvais pas assez d'intérêt pour ça. J'avais d'autres sources d'intérêt. Donc ça a duré à peu près 2 ans où je me suis entraîné, peut-être même pas une fois par mois, quoi, tu vois, Ah ouais. dans le garage, j'allais pousser un petit peu la barre. Mais ça, on remonte, j'ai 33 ans, c'était quand j'avais 18-19 ans. Et puis, D'accord. retour à ma ville où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai redéménagé. Et là, je me suis dit, allez, je m'y remets parce que c'est quand même, je sentais que ça me manquait, si tu veux. Mais quand j'étais parti habiter, c'était sur Toulouse à l'époque, quand j'étais parti habiter sur Toulouse, j'avais pas trouvé, si tu veux, je m'étais pas donné les moyens, si tu veux, de trouver des bonnes habitudes, une bonne routine et tout ça pour m'entraîner. Donc, du coup, j'avais pas tenu. Quand je suis rentré sur Montpellier, je me suis dit, allez, là, tu t'y remets, mais cette fois-ci, tu vises vraiment quelque chose qui te donne envie, quoi. Et en fait, ce qui me donnait envie, je me souviens, c'était de voir ces gars sur les couvertures, tu sais. Alors, ça n'existe plus maintenant en magazine, mais il y avait Men Health. Ouais. C'était surtout ouais, Men Health qui était en France encore. Et je voyais des couvertures. Donc, Men Health, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un magazine américain qui était pendant une période publié en France où les couvertures des magazines, en général, c'était des acteurs de films d'action ou des mannequins, mais ce n'était pas des bodybuilders, c'était pas du Arnold Schwarzenegger ou du Ronnie Coleman, c'était vraiment des mecs, tu les voyais, tu te disais, c'est accessible, quoi. Bon, on se dit tout ça. Et je me suis dit, il faut que j'atteigne un niveau comme ça, parce que si ces gars y arrivent, je devrais y arriver. Donc j'ai commencé à faire des recherches, mais vraiment, limite, tu vois, je me réveillais le matin jusqu'au soir où je me couchais, c'était que des recherches là-dessus pour comprendre la nutrition et tout. Parce que l'entraînement, je savais que je le maîtrisais. J'avais pris beaucoup de force, tu vois, j'étais passé quasiment à 140 kg développé couché. J'étais à peu près sur des barres similaires en termes de progression sur du soulevé de terre, pas trop sur le squat. J'ai jamais été super fort sur le squat parce que j'ai longues jambes. Mais bon, j'avais quand même des bonnes performances. Donc du coup, je me suis penché sur la nutrition et là, bon, j'ai trouvé les outils qui fonctionnaient pour moi. J'ai fait une énorme perte de graisse. Donc, quand Ouais. je te dis énorme, c'est quand en fait, je sais qu'elle est énorme parce que quand j'en parle aux gens, ça choque parce que j'ai perdu 23 kilos de gras, enfin de gras, certainement un peu de muscle, mais 23 kilos en 3 mois. Donc, c'est impressionnant Ouais. pour beaucoup de C'est pas personnes. mal, hein. Alors que dans la réalité, quand je suis honnête avec moi-même, enfin voilà, ça n'a pas été difficile pour moi. Parce que si Ouais. tu veux, je me suis mis tellement dans un cocon
entre guillemets réussite, je me suis dit, en fait, je me suis pas laissé le choix. C'est genre, j'étais sur les rails et je pouvais pas dérailler, quoi. Et ça n'a pas vraiment été difficile pour moi. Ça a été très rapide, donc du coup, c'est hyper motivant quand c'est rapide. Ouais. Mais pour ça, j'avais dû vraiment, tu vois, faire abstraction de tout ce qu'on dit, perdre du poids rapidement, c'est dangereux, tout un tas de choses comme ça. J'avais beaucoup d'idées reçues et j'ai balayé tout ça, toutes les croyances nutritionnelles également, je les ai balayées. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a marché. J'ai commencé à en parler sur Internet. J'ai eu beaucoup de critiques d'ailleurs, parce que les gens disaient c'est pas normal, c'est pas bien d'aller aussi vite. Enfin bon, bref, tout un tas de choses. Et en fait, c'était compliqué pour moi à cette époque-là d'avoir des bons arguments parce que j'avais pas encore le recul. Parce que perdre du poids, beaucoup de personnes y arrivent à perdre beaucoup de poids. Tu vois, c'est tout le monde. Enfin, je vais pas dire tout le monde, mais énormément de personnes y arrivent. Mais en fait, là où on m'attaquait, c'était ouais, mais le jour où tu vas arrêter, tu vas tout reprendre. Ouais, c'est Et souvent en fait, l'excuse qu'on entend. voilà, Ouais. et j'avais pas les arguments, si tu veux, j'avais 22, 23 ans, j'avais pas les arguments pour ça, parce que j'avais pas le recul. Aujourd'hui, tu vois, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'ai jamais repris ça. Et qu'en plus de ça, j'ai pris un petit peu plus de masse musculaire, mon physique s'est amélioré. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai plus d'arguments pour dire, déjà pour expliquer comment perdre et comment rester svelte, enfin garder la ligne. Et donc voilà, donc j'ai ratissé large pour que les gens aient une image complète, mais voilà plus ou moins mon parcours. Après, j'ai monté le site quand j'ai eu suffisamment d'expérience et tout, et j'ai commencé à parler de tout ça avec ceux qui m'écoutaient, quoi. Enfin, ceux qui Ok. voulaient bien m'écouter. Et c'est vrai, pour revenir sur la perte de poids rapide, c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire que c'est dangereux de perdre du poids rapidement et tout ça, mais souvent, ils mettent de côté le contexte qu'il y a derrière, qui est que faut faire en fonction du taux de masse grasse qu'on a déjà au départ, quoi. Donc, si quelqu'un qui est déjà très sec, c'est sûr que perdre du poids très rapidement, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vaut mieux y aller, être assez conservateur. Mais quand on a une grosse masse grasse, et par exemple, quand on est obèse ou même obésité morbide, c'est quand même une question de santé de perdre rapidement, quoi. Donc, vaut mieux être Ouais, rapide exactement. dans sa perte de poids, surtout que plus le taux de masse grasse est élevé, moins on a quand même de chances de perte de masse musculaire. Donc, on peut être quand même très agressif au début quand on est assez gras. Et tu disais un truc important, c'est que c'est hyper motivant de voir qu'on a des résultats assez rapidement, en fait. Donc, si on a du mal à suivre une diète, et cetera, et que on met énormément de temps pour perdre 1 kilo, finalement, on risque de se démotiver très vite. Alors que si on voit les kilos qui baissent sur la balance assez rapidement, c'est hyper motivant pour continuer, quoi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Daniil le Russe. Là, il fait un peu le buzz en ce moment dans le fit game. Alors, lui, il a Je plutôt connais même pas. il a une chaîne humoristique, lui. Alors, il n'est pas du tout, dans la muscu et tout ça, mais il a perdu 40 kilos en 4 mois. Et donc, du coup, il a D'accord. fait pas mal parler de lui. Et donc, il y a différents youtubeurs qui ont fait des vidéos sur lui. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a fait penser un peu à lui. Donc, cette histoire de perte de poids rapide. Bah, tu vois, Pour il fait tellement le buzz qu'on en parle même aujourd'hui. Ouais, bah, ouais, tu vois? Et alors pour continuer, question entraînement, après on parlera un petit peu plus nutrition. Hem, Quelle est ta façon de t'entraîner? Tu es plutôt sur du split, sur du full body, sur du push-pull leg, du half body, autre chose? Tu as une Alors, façon spécifique de t'entraîner toi ou? disons que tout ça, ce sont pour moi, je les vois comme aujourd'hui comme des techniques, comme des outils. Michael Gundil, il disait d'avoir sa boîte à outils d'entraînement, c'est un peu ça en fait, hein. Moi, tout ça, ce sont des outils. Et non pas des outils par exemple, pour prendre des pegs, je vais faire du push-pull leg plus que pour les jambes ou autre. Non, non. Mais je le vois vraiment comme des outils en termes de. Parce que pour moi, ce que j'ai compris, enfin, quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai compris, j'en suis certain aujourd'hui, c'est que ce qui compte le plus, c'est la durée pour avoir un bon physique, hein. Je ne parle pas pour être super fort ou autre, mais vraiment pour avoir un bon physique, c'est-à-dire un physique qui correspond à ce qu'on aime chacun, un physique avec un peu d'abdos et tout ça. Je me suis rendu compte que c'était la régularité plus que l'entraînement parfait. Et pour être régulier, il faut être motivé. Pour être motivé, la Ouais. motivation, j'en ai parlé dans certains podcasts, je ne sais pas si tu sais, mais
la motivation, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas une notion. En fait, c'est très récent le mot motivation qu'on l'utilise dans le discours. Si tu regardes toute la philosophie ancienne, on parlait pas de motivation, on parlait de désir. Donc, la motivation, ça n'existait. Enfin, je veux dire, tu regardes tous les grands philosophes, tu verras jamais le mot motivation, tu verras désir. En fait, c'est ça. Il faut désirer son entraînement. Sinon, on va pas s'entraîner, quoi. Et pour le désirer, faut qu'il y ait une sensation de temps en temps de manque. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait du full body. Enfin, le full body, j'en fais pas trop, mais plutôt du push-pull legs. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, j'ai du désir pour lui, j'ai envie d'en faire. Donc, du coup, ça me permet d'être régulier. C'est comme ça que je vois l'entraînement. Je suis pas du tout sur l'approche. Il n'y a qu'une seule façon de s'entraîner qui fonctionne, il faut la faire. Et si tu peux pas la faire, non, ça marche pas. Moi, je suis plus dans une approche. Évidemment, je sais qu'il y a des méthodes qui marchent très bien et qui marchent mieux que d'autres pour prendre de la masse musculaire. Mais ces méthodes-là, par exemple du très lourd tout le temps, personne n'est capable de l'encaisser, surtout s'il a un mode de vie normal, c'est-à-dire qu'il a un travail, qu'il a une vie sociale et tout. Il va être complètement cramé nerveusement au bout de 6 mois d'entraînement comme ça. Donc il peut le faire. Moi, je le fais très régulièrement, mais j'ai des périodes où justement, je relâche un peu la pression. C'est-à-dire que je vais faire des entraînements avec un seul exercice, je vais faire du 10 x 10 dessus, et puis après, plus sur des mouvements type kettlebell, des swings, tu vois, par exemple, des abdos, un peu de cardio. Mais le but, c'est d'être régulier, de stimuler mes muscles, d'être régulier. Je n'ai pas de but d'être bodybuilder, tu vois, par exemple. Moi, ce que je veux, c'est un corps plutôt, plus ou moins celui que je me suis construit aujourd'hui et de le maintenir le plus longtemps possible, finalement. Je vais pas enfin, voilà. J'ai pas de prétention, si tu veux, de toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est une discipline à part entière, ça s'appelle le bodybuilding ou le culturisme. C'est des compétences que je n'ai pas en plus. Hein. Je n'irai pas m'amuser à préparer un culturiste pour aller sur scène, puisque j'ai pas vécu ça. Donc, je vais pas m'amuser à lui en parler, à lui dire comment faut faire, alors que je suis pas passé par là. Donc, moi, voilà ma vision de l'entraînement. C'est une façon hybride de s'entraîner. Il y a eu le Covid, mais bien avant le Covid, moi, je m'étais déjà équipé à la maison. J'avais déjà fait le choix, plus ou moins, de m'entraîner chez moi, parce que j'avais tourné dans des tas de salles autour d'où j'habite. Il y en a des tas et des tas. Je les ai quasiment toutes faites. Je suis quelqu'un d'assez sauvage, donc du coup, quand on vient me parler à l'entraînement, ça a plutôt tendance, moi, au lieu de me donner de l'énergie, ça a plutôt tendance à me perturber dans mon entraînement. Donc, du coup, j'en étais venu à la conclusion que voilà, puis c'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter depuis longtemps, de savoir si j'étais capable de maintenir un bon physique, de m'entraîner correctement à la maison, de voir si je n'allais pas m'ennuyer et tout ça. Non, c'est pas du tout le cas. Au contraire, je fais des super séances quand je suis à la maison. Je m'entraîne plus souvent parce que des fois, tu vois, c'est tout con, mais quand tu t'entraînes en salle, tu sens que tu pourrais t'entraîner, tu as l'énergie, tu es un peu fatigué de ta journée, mais tu as l'énergie, mais le temps de trajet et tout ça, c'est ça qui te décourage. Alors que quand tu es à la maison, tu mets tes baskets, tu démarres. Et donc voilà, j'ai dû m'adapter aussi à ça. Donc ma méthode d'entraînement a un peu changé parce que maintenant, j'ai quasiment plus d'entraînement sur machine. La seule machine que j'ai à la maison, c'est un leg extension et un leg curl, tu vois, pour les cuisses. Mais après, tout le reste, c'est des mouvements polyarticulaires et isolation, mais avec poids libre. Donc j'ai des haltères, j'ai un banc réglable, j'ai une barre de traction, j'ai de quoi faire des dips. J'ai une barre olympique et tout quand même, tu vois, j'ai pas mal d'haltères jusqu'à 40 kg, des kettlebells et tout. Je suis très bien équipé, mais avec du matos, plutôt des années 60-70, quoi, tu vois. C'est-à-dire du old school. Ok. Et alors, et toi, tu es plutôt du genre à être un peu à la Nassim, à millimétrer tes entraînements le plus possible, ou tu es plutôt un peu en entraînement un peu au feeling, tu as tout déjà de carré à l'avance, ou tu laisses quand même une part d'impro dans tes séances? Je vais pas te cacher que je connais pas trop ce que fait Nassim, mais si tu parles d'entraînement millimétré, j'imagine que tu parles de suivre la progression, de vraiment être à la. Je suis pas du tout comme ça. Moi, en fait, si tu veux, avec les années quand même, tu sais que ton corps il réagit bien à un exercice pendant une période et après il s'arrête de bien y réagir. Enfin voilà, il y a une forme d'épuisement nerveux ou autre qui se passe, ou une fatigue, ou même tes tendons qui commencent à trop tirer dessus, donc du coup tu sens plus trop tes muscles bosser. Donc ça déjà il y a une variété. Enfin tu vois, quand tu es à l'écoute de tes ressentis, quand tu t'entraînes, tu sais, tu arrives bien à savoir les choses. Par exemple, je te donne un exemple concret. Pendant des années, le développé incliné n'a rien donné sur moi.
Mais vraiment rien donné. Quand je dis rien donné, c'est non seulement en termes de résultats, mais même en termes de congestion, sensation, je sentais pas. Je sentais même pas mes épaules, si tu veux. C'était n'importe quoi. Je sentais rien, en fait, si tu veux. Je poussais des belles barres, enfin des belles barres. Par rapport à mon niveau, j'étais en série à 90-100 kg à l'incliné, et ça me faisait. Je sentais pas les effets, si tu veux, de cet exercice. J'ai baissé le banc à l'incliné, donc je suis passé typiquement c'est 45 degrés, moi je suis passé à 30 degrés, et là je commençais à ressentir un petit peu mieux, donc j'ai progressé là-dessus et tout, et ça me réussissait très bien, jusqu'à un moment où en fait ça s'est plus mis à réagir du tout, et donc du coup le fait de repasser au coucher, puis après repasser à l'incliné, mais à cette fois-ci de nouveau à 45 degrés, donc ce qui me donnait à la base zéro résultat, et maintenant ça me donne des résultats. Donc on voit bien que évidemment, il y a une question de morphologie, longueur des bras et tout ça, où tu es plus à risque de blessure, moins à risque de blessure, tu vas être plus fort, moins fort selon que tu as des leviers plus ou moins avantageux. Mais il y a aussi une dimension au niveau sensoriel, comment tu sens tes muscles travailler, congestion, comment ça réagit après la série, et puis forcément les courbatures du lendemain. Quand tu as des courbatures hyper bien localisées le lendemain sur exactement la zone que tu voulais travailler, c'est quand même un puissant indicateur que ta séance, elle a été, voilà, tu as bien visé, tu es au sniper, quoi, les fibres que tu voulais taper. Donc moi, c'est comme ça que je vois, mais pas sur des calculs avant. C'est-à-dire que je ne programme pas la séance pour ça. Je préfère, moi, je travaille plutôt au feedback. Ok. Ouais. C'est-à-dire, je démarre ma séance, je commence mon premier exercice, c'est bon, j'ai réussi dès les premières séries à taper la zone que je voulais travailler. Eh ben, c'est comme ça que je travaille. Mais dans l'autre sens, j'ai du mal à prévoir parce que j'ai eu trop de mauvaises expériences avec ça. Tu vois, de me dire par exemple, allez, la prochaine séance, je vais resserrer les jambes au squat pour plus travailler les quadris, etc. Ben, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas réellement, alors que pourtant, des fois, quand je fais un exercice qui n'était pas du tout à but de viser les quadris, ben, je me rends compte que ça les a super bien travaillés. Et c'est là que j'en tire des conclusions. Je me dis, OK, celui-là, pour les quadris, ça marche bien. Mais si tu veux, la science, je sais, en fait, j'ai remarqué qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui aiment bien que tout soit calibré et d'autres qui sont plutôt à l'instinct. Moi, je serais peut-être plus dans le côté instinctif. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, j'ai envie de travailler ça, je vais faire tel exercice parce que mon instinct me dit de le faire. Et puis, en fait, on voit par le résultat après la première série si mon instinct, il était juste ou faux, quoi. Mais c'est vraiment comme ça. Puis, ce sont des habitudes, parce que je m'entraîne vraiment très souvent. Donc, pour les gens qui ne savent pas, qui se demandent mais combien de fois je pourrais m'entraîner, moi, c'est à peu près 5 à 6 fois par semaine. Et ça, on va dire à peu près 350 jours par an, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais, je m'entraîne vraiment souvent. Mais parce que j'ai aussi cette approche où, vu que je ne suis pas tout le temps dans le super lourd, je n'ai pas besoin forcément de ces périodes de déload total où je vais faire que du léger ou alors je vais carrément pas m'entraîner. Mes seules périodes d'arrêt total, ça va être quand je prends une semaine ou 15 jours de vacances. Donc c'est plutôt 10 jours que 15 jours. Et ça va être 1 à 2 fois par an maximum. Ah oui, d'accord. Ok. Je m'arrête très peu. Ouais. Ouais, effectivement, moi j'ai un petit souci avec les systèmes de deload, qui est que, par exemple, tu vas t'entraîner, je sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais ils disent par exemple, au bout de 3 semaines, tu vas faire 1 semaine de deload. Sauf que le souci, c'est que qui dit que au bout de 3 semaines, on est complètement fatigué et qu'on peut pas réenchaîner des séances, des bonnes séances en fait. Et Exactement. ce fait de faire systématiquement un deload au bout d'un certain temps, prédéfini en avance, ça enlève en fait toute personnalisation du programme. Si la personne peut très bien enchaîner des séances sans prendre de deload, autant qu'elle perde pas de temps à faire des deloads, et autant essayer de faire un système d'autorégulation où le deload se ferait un peu de lui-même s'il y avait une fatigue physique réelle du pratiquant. Parce que souvent aussi, quand on va à la salle, on se dit aujourd'hui je suis un peu fatigué, alors que c'est plutôt une fatigue mentale plutôt que physique, et on va se dire du coup on va faire une séance légère, on va faire un deload, alors qu'au final la fatigue mentale est souvent décorrélée de la fatigue physique, et je pense que ça arrivait à quasiment tout le monde de se sentir fatigué à la salle et de quand même s'envoyer une super séance et de s'apercevoir que la fatigue physique était complètement décorrélée de la fatigue mentale, quoi. Donc, Exactement. Par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, bon, déjà, fatigue mentale, fatigue physique, tout ça,
il y a aussi quelque chose, j'en parle régulièrement, mais on a quasiment tous aujourd'hui un mode de vie sédentaire. Même ceux qui ont un travail physique, eh ben, ce travail physique est plus simple aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Bon, peut-être pas tous, mais en grande partie. Je pense notamment les métiers, pour moi, un des métiers les plus extrêmes en termes de charge, c'est croque-mort. Tu vois, tous ceux qui, même les porteurs de cercueils et tout. On s'en rend pas compte, mais c'est hyper physique, les pierres tombales et tout. C'est un truc de malade. Personne ne veut faire ce travail. Les mecs, à côté, les déménageurs, tu vois, c'est des danseuses, quoi. Et non, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment un métier. Pour ceux qui ont bossé dedans, c'est vraiment du lourd, quoi. Et donc, on a un mode de vie qui est. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un mode de vie qui est très sédentaire, quasiment tous. Même quand on a un travail physique, on est plus souvent assis, Netflix, compagnie. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le corps s'adapte toujours à ce qu'on lui demande. Et quand on est assis longtemps, il n'a pas de raison d'être hyper actif, hyper débordé d'énergie. Donc, souvent, la fatigue dont tu parles là, et en fait, c'est cette fatigue. En fait, notre corps s'est mis à tourner un peu à l'économie parce qu'on est assis, là, en train de parler tranquillement. Et si tu me disais tout de suite, vas-y, va à ta séance, j'aurais l'impression que je ne vais pas faire une bonne séance parce que mon corps s'est adapté à ça. Et le fait de se mettre dans le mouvement, c'est là où on arrive vraiment à savoir. Donc c'est pour ça, moi j'avais donné 2-3 tuyaux sur mon site, mais j'ai dit, mais quand vous devez vous mettre à votre séance et que vous vous demandez si c'est de la vraie fatigue ou de l'inactivité, eh ben, sortez sur votre terrasse, vous bougez un petit peu ou dans votre jardin, vous aérez, de vous secouer un peu ou videz le lave-vaisselle, faites un peu de repassage, c'est pas un truc qui vous met en mouvement. Et là, au bout de 5-10 minutes, rejaugez votre envie d'aller au sport. Ça déjà, ça peut être un bon indicateur pour voir si on est vraiment cramé nerveusement ou si c'est juste parce qu'on était un peu, tu sais, tout mou sur le canapé, quoi. Et autre chose, tu parlais des déloads et tout ça. En fait, le problème des déloads, de programmer à l'avance, c'est souvent, en fait, c'est des coachs qui donnent des programmes. Là, il faudra que tu fasses un déload et tout parce que, en fait, ils jouent la sécurité. Ils jouent la sécurité. Ils se disent, bon, au bout de 4 à 5 ou 6 semaines, tu vas être cramé. Statistiquement, on est cramé. Mais déjà, statistiquement, c'est en prenant compte que tout le monde s'entraîne à fond, alors que beaucoup ne savent pas aller à fond. Donc, du coup, ils ne seront pas cramés. Et donc, statistiquement, ce serait bien que tu te reposes là. Donc, c'est des grandes lignes parce que les programmes, souvent, ne sont pas assez personnalisés et tout. Ça arrive. Mais bon, et moi, là, ce que je recommande aux coachs, quand je leur parle, je leur dis, mais au lieu, avec vos athlètes ou de vos élèves, de travailler sur ça, travaillez plutôt, apprenez-leur à vous dire exactement ce qu'ils ressentent. Ouais. S'ils sont super bien formés sur de mettre des mots, en fait, tu sais, on parle, je crois, c'est au Canada ou en Alaska, ou je sais plus où, les habitants de là-bas, ils ont je sais pas combien de termes pour nommer la neige. Tu vois, quand elle est blanche, c'est machin, quand elle est truc. En fait, nous, la neige, soit c'est la poudreuse, soit voilà, c'est de la soupe, des choses comme ça. Eux, ils ont des tonnes et des tonnes de noms pour désigner le type de neige, quoi. Et bien là, c'est un peu pareil de réussir à former son élève ou son athlète, à lui dire, bon, il faut que tu arrives à mettre des mots précis sur tes ressentis avant la séance, pendant la séance et tout ça. Et à partir de là, c'est le travail du coach de lui dire, bon, écoute, là, tu m'as dit que tu n'as pas de mémoire aujourd'hui, que tu as passé une sale nuit, que tu as tout le temps faim, tu vois, et ça coche plein de cases dans la tête du coach, s'il est bon. Et en fonction de ça, il va dire aujourd'hui, on va bouger, mais on va pas faire du lourd parce que sinon, tu vas être étamé nerveusement pour le reste de la semaine. Et moi, je pense que c'est vraiment ça, le travail de quelqu'un qui veut faire progresser un élève ou même un client ou autre, enfin, quelle que soit la personne. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans le style de vie un peu fitness, d'essayer de faire comprendre aux gens, de leur faire comprendre leurs signaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, par exemple, quand j'ai passé une sale journée, je saute mon entraînement et je mange mal. Ben, ça s'explique ça, parce qu'en fait, ton réservoir de volonté, il était plein au début de la journée, mais tu l'as complètement siphonné à t'acharner sur un truc qui te prenait la tête. Ben, tu arrives devant ton frigo, ben, tu vas aller vers l'option la plus séduisante parce que tu n'as pas de volonté pour y résister. Donc voilà. Et c'est un petit peu la même chose avec les programmations d'entraînement. Programmer à l'avance et tout, ben, c'est bien si tu rentres vraiment dans les statistiques. Mais si tu fais partie un peu si tu es hors des statistiques, et on l'est tous à un moment de l'année, à ne pas être dans les stats, parce que dans les stats, c'est quand tout va bien, mais hors des stats, c'est par exemple la personne, elle vit un divorce, ou juste une séparation, ou un déménagement, ou un licenciement ou quoi. Elle ne fait plus partie de la norme. Elle est dans un climat, dans un état émotionnel qui n'est pas le même.
Donc, elle ne va pas réagir pareil à l'entraînement, elle ne va pas réagir pareil avec la nutrition. Et là, en fait, c'est important d'avoir des outils pour ces gens-là. Parce que beaucoup se penchent sur des outils pour quand tout va bien. Et alors que quand tout va bien, les gens n'ont pas besoin d'outils. Ils savent s'entraîner, ils savent bien manger. Quand tout va bien, tu sais faire un régime, c'est pas difficile et tout. Mais quand tout va mal, il n'y a plus personne là, pour donner des conseils. Et en fait, c'est là où il faut travailler. C'est donner des conseils aux gens pour les moments où tout va mal. Et quand tu fais ça, ils ont juste, quand ça va mal, à sortir le plan B qu'ils ont appris chez toi ou chez moi, et de l'appliquer. Voilà, ça fonctionne. C'est comme ça qu'on tient, comme moi, plus de 10 ans, comme toi, certainement un certain nombre d'années aussi. Et voilà. Hein. Ouais, c'est sûr qu'il faut vraiment faire en fonction du contexte de la personne et s'adapter à ses ressentis, en fait. Au final, Ouais. c'est vraiment ce qui est important. D'ailleurs, c'est un peu en lien avec la question suivante, c'est au niveau des blessures. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te blesser? Et quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens qui se blessent et qui veulent quand même s'entraîner et tout ça, quoi? Moi, des blessures, j'en ai eu importantes. Hein, je parle importantes, je ne vais pas Ouais, dire importantes, je vais dire handicapantes. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de rupture totale d'un tendon ou autre. Mais par contre, où tu vois, je me suis jamais pété le bras ou un truc comme ça. Par contre, j'ai eu des blessures type tendinite. Il y a deux importantes. La première à l'épaule, qui a mis un certain temps à se réparer, enfin à se guérir, entre guillemets. Parce que, bon, déjà, moi, je ne m'arrête pas de m'entraîner quand j'ai une blessure. Et puis, vu que c'était une blessure plus ou moins d'usure de long terme, forcément, ça met beaucoup plus de temps que quelque chose d'aigu, tu sais, qui n'est pas une blessure d'usure. Parce que moi, j'avais dû raboter un peu trop au niveau de l'épaule, et voilà. Donc, je ne me suis pas fait opérer ni rien, j'en ai pas eu besoin, si tu veux. Donc, j'ai fait du kiné, beaucoup de kiné, donc à raison de 2 fois par semaine pendant 6 mois, 1 an. Donc, c'est entre 6 mois et 1 an. Et ça s'est guéri. La raison, mauvaise posture, mauvais sommeil. J'avais un mauvais matelas et une mauvaise position ah ouais, pendant le sommeil. Donc, du coup, cette épaule, tu vois, je dormais un peu le bras sous l'oreiller comme ça. Donc, ouais, ça me créait une. Si tu veux, je ne laissais pas d'opportunité à cette zone-là de récupérer, puisqu'elle était sous tension même la nuit en dormant. Enfin, étirée, quoi. Donc, du coup, ça a été voilà, changer de matelas, changer de toute la literie d'ailleurs, plus aller voir le kiné. Ça s'est guéri, pas de problème. Aujourd'hui, j'ai plus mal du tout. C'est-à-dire que je ne saurais même plus te dire laquelle épaule c'était. ah oui, À quel point, voilà. Donc, si ça peut rassurer des gens qui ont eu des blessures aux épaules, voilà mon petit parcours. Deuxième blessure qui a été plus aiguë, c'est sur du développé couché, ouais, barre olympique, bien chargé. Durant ma montée en charge, durant mes séries de chauffe, hein, je n'étais pas sur ma série maxi. Je fais une répétition, c'était à 110 kg, donc c'est pas super lourd, donc c'est important de le préciser pour les gens qui écoutent. Et je ne devais pas être dans une bonne configuration, j'avais mal récupéré, etc. Bim, quelques fibres musculaires sur le pec qui ont craqué. Donc pas le tendon, mais juste quelques fibres. J'ai senti en fait un peu comme le jean qui craque sous la peau. ouais, Et là c'est pareil, ça a été un tout petit paquet de fibres qui a craqué. C'est très impressionnant, surtout si comme moi moi j'ai une forte sensibilité si tu veux. Les choses me marquent assez facilement. Et donc ouais. ça, quand ça m'est arrivé, j'ai limite failli tourner de l'œil et tout. Parce que tu te dis, Ah est-ce ouais, que j'ai pété mon pec? Ouais, ça m'a pas fait mal si tu veux. Mais si tu veux te dire que ton pec a lâché, moi j'ai tendance à me dire, oula, parce que je connais les choses, je suis pas ignorant sur le sujet. Un pec ouais, qui lâche, je sais que si c'est le tendon, il faut le faire attacher, il faut passer sur le billard, c'est compliqué, tu récupères vraiment jamais ta mobilité, ta rigidité plutôt comme avant. Donc tu as tout le schéma qui se met en branle dans la tête et voilà. En fait, non, il s'avérait que c'était juste un paquet de fibres, beaucoup de massage et tout pour que la cicatrice se fasse correctement. Chez le kiné, pareil, pas de mouvement lourd, enfin voilà, j'ai pas fait le con et je reproduis pas aujourd'hui les mêmes erreurs qui sont que cet entraînement-là, j'aurais pas dû le faire parce que je sentais juste avant que j'avais pas bien récupéré de la séance précédente. Donc voilà. Mais ça a été vraiment que les deux seules blessures, si tu veux, qui m'ont un peu handicapé. Quand je dis handicapé, c'est que la première, j'avais mal, donc je m'entraînais pas. La deuxième, j'avais pas mal, mais bon, ouais. et ça m'a handicapé dans le sens où je n'allais pas refaire les pecs le lendemain, quoi. Tu vois, donc je crois pendant 3 mois, j'ai pas fait de barre lourde sur les pectoraux. Je fais qu'un petit peu d'isolation au bout d'un mois, tranquillement. Je n'ai pas réellement perdu. Hein. C'est ça qui est. Enfin bon, après, c'est peut-être les années d'entraînement qui font ça aussi, mais je n'ai pas réellement perdu. J'ai continué à m'entraîner tout le reste du corps sans problème, en lourd et tout. Et voilà. Voilà mon expérience avec les blessures. D'accord. Et tu auras un conseil à donner pour les gens
qui souffrent de tendinite, enfin, de tendinopathie, des trucs comme ça, et qui veulent quand même continuer de s'entraîner, et qui veulent, malgré Ouais, les douleurs. ouais. Voilà. Bah déjà, avant de penser compléments alimentaires, Internet et tout ça pour solutionner leurs problèmes, allez voir un kiné. Alors, Ouais. première étape, allez voir un médecin qui va vous faire une ordonnance pour aller voir un kiné. C'est gratuit. Demandez entre 50 et 60 séances. Si votre médecin il est sympa et qu'il sait que le sport fait partie de votre vie et tout, il devrait le faire. De toute façon, c'est ce qui est nécessaire quand vous avez vraiment quelque chose qui traîne. Le kiné, après, c'est un professionnel. Lui, il va pouvoir vous dire, OK, là, tu as tel problème, donc évite tel mouvement, tel axe, telle zone de travail, etc. Mais il va aussi vous rassurer, si c'est un bon kiné, en vous disant que ce n'est pas nécessaire d'arrêter l'entraînement. Donc, Ouais. aujourd'hui, les kinés sont quand même bien alertes que l'immobilité, c'est pas bon, quoi, quand on a ne serait-ce que mal au dos et tout, quoi. Ouais. Et donc, du coup, de se faire encadrer, ça rassure. Ça rassure parce que quand on a eu une blessure, on a peur de retourner à l'entraînement parce qu'on n'a pas envie que tout s'effondre. Et en fait, le kiné est aussi là pour rassurer, pour dire non, non, c'est bon, tu peux y aller. Moi, par exemple, je te reprends l'exemple par rapport à mon pec. Un jour, le kiné m'a dit non, mais c'est bon, là, Théo, vas-y, il faut que tu ailles même. Tu vois, repousse lourd, vas-y. Et en Mmh. fait, il m'a pas dit non plus de faire des super écartés très lourds pour me répéter le tendon, mais il m'a dit sur certains axes de mouvement, il me montrait lesquels, vas-y, tu peux y aller en lourd, en fait, pour justement aller au-delà de cette crainte que ça casse. Parce qu'à un moment donné, voilà, le muscle, c'est bon, il a bien récupéré. Eux, ils connaissent les temps de cicatrisation et tout ça. Ouais. Pareil, si le kiné est bien équipé, il pourra vous faire une écho sur place. Enfin bon, vous pouvez faire tout un tas de choses. Mais rassurez-vous avec le corps médical. On est en 2021, je sais qu'il y a énormément de sceptiques par rapport à beaucoup de professionnels de santé. Ça reste quand même une valeur plus ou moins sûre. Il faut quand même leur faire confiance. C'est des gens qui ont étudié ça, ce sont des passionnés et tout. Il ne faut pas tomber dans la théorie les médecins, ils sont là pour vendre des médocs et tout ça. Il y a quand même des professionnels de santé. C'est très rassurant d'aller les voir et je vous garantis que si vous allez vraiment mal, vous irez les voir. Et voilà. Et après, au niveau des habitudes de vie, moi, j'ai essayé le peptane, tu sais, le collagène, j'ai essayé Ouais. la chondroïtine, tous ces trucs-là. Je suis peut-être trop jeune encore pour ça, mais j'en vois pas, si tu veux, les effets significatifs. En prévention, pourquoi pas. Donc, quand j'ai été blessé, j'en ai pris, au cas où. Tu vois, un peu comme la vitamine D, on sent pas réellement les effets, mais au cas où, on en prend pour l'immunité. Là, c'est un Mmh. peu pareil pour le collagène. Je me suis dit, évidemment, vu que je suis en reconstruction, ça ne peut pas me faire de mal d'enrichir un petit peu plus en collagène. Et voilà, quoi. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les Américains, les poudres de collagène, ils les prennent comme ils pensent que c'est plus anabolique. Enfin, tu vois, ils les vendent comme un truc après entraînement pour le muscle, quoi. Ah ouais, Alors que d'accord. réellement, On passe. c'est pas vraiment le but. Mais bon. Ouais. Mais là, tu soulèves un point important parce que moi, je traîne souvent enfin souvent, de temps en temps sur des forums ou sur des groupes Facebook et tout ça. Et il y a souvent des questions de gens qui font ouais, j'ai mal à tel endroit. Est-ce que vous pensez que je peux m'entraîner et tout ça? Et je me dis bah il y a quand même un meilleur endroit pour poser sa question, c'est quand même chez le médecin, quoi. Dès qu'on a un Ouais. problème, plutôt que de poser sa question sur un forum ou sur un groupe, le mieux, c'est que si on a un problème, c'est quand même de consulter un vrai professionnel, et d'aller voir le médecin. Donc Ouais, c'est mais bien ça vaut que le coup de trouver un tu beau soulèves médecin, l'idée. surtout. Faut avoir vraiment un bon médecin, hein, parce que enfin, les médecins, enfin, toi, tu as dû en voir plusieurs dans ta vie aussi. Ouais, Ils sont pas tous égaux sur enfin, ils ont certainement comment dire, des spécialités et même des préférences, mais d'en trouver un qui est bien compatible avec la pratique de la muscu et tout. Moi, j'en ai trouvé un qui est très bien et en plus, il donne pas d'arrêt maladie facilement. Enfin, moi, je m'en fous, de toute façon, j'en ai pas besoin, mais tu vois, ça me montre bien que c'est un gars ouais, c'est blanc ou noir, quoi. Il arrive à. Et j'ai été assez surpris quand je lui avais parlé de mon problème à l'épaule. Il m'a fait faire des mouvements où je me suis dit, lui, il sait de quoi il parle, en fait. Tu vois, tu ouais. sentais que, enfin, l'anatomie, moi, je connais un petit peu aussi maintenant, mais lui, tu sentais qu'il savait quel mouvement fallait me faire résister, tu vois, pour voir quel muscle c'était, etc. Et c'est là déjà, tu te rends compte de la différence entre le gars qui te dit ça, qui te fait faire ça, et celui qui te dit ah bah la muscu pour vous c'est terminé, quoi, hein, plus de sport intense. Ouais, Tu vois, c'est sûr. encore une fois le discours de la sécurité. Ouais, ouais, Le c'est souvent discours, ça. bon bah arrête le sport, tu vois, c'est fini. Je préfère ça plutôt qu'essayer de comprendre comment te remettre sur pied, quoi. Combien de personnes on a entendu si j'avais écouté mon médecin, j'étais fini.
tu vois, ou j'aurais jamais repris le sport. Ouais. J'ai des Ouais. discours comme ça, tu en entends tout le temps. Que ce soit chez les athlètes ou chez les personnes sur Instagram et tout. Tout le monde a une anecdote comme ça à dire mon médecin m'avait dit que j'étais cuit, alors que regarde aujourd'hui. Donc c'est pour ça, là, je pars du principe que c'est un mauvais médecin. Il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs. Et beaucoup de Ouais, personnes, c'est ils sûr. ont une résistance parce que c'est un médecin de famille. Mais ça ne veut Ouais. pas dire qu'on ne peut pas avoir son médecin généraliste de famille et après aller voir un médecin du sport. Il y en a plein des médecins du sport. Et d'aller voir un médecin du sport pour justement les pathologies, quoi. Hmm. Ok. Alors là, tu y as répondu un peu tout à l'heure, mais c'est quoi exactement tes objectifs physiques maintenant? Tu es vraiment que dans le maintien ou tu arrives quand même à progresser sur tes séances, à prendre de la masse musculaire ou c'est pas du tout ce que tu recherches? Tu es très bien comme ça et tu veux pas. Mais encore une fois, ma réponse en 2 temps. Premier temps, c'est que je pense qu'on progresse toujours. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'inclinaison pour le haut de pec sur le développé incliné. Avant, ça me faisait rien du tout. Maintenant, ça me fait. Et du coup, je commence ça se développe plus grâce à cet exercice. Donc, il y a une progression. Après, est-ce que cette progression va se voir pour un abonné qui va regarder mon fil Instagram ou un truc comme ça? Probablement pas, parce qu'il n'a pas la connaissance que moi j'ai de mon propre corps. Ouais, Deuxième chose, la progression aussi, pour moi, c'est de ne pas régresser passé un certain âge. ouais, Plus tu as démarré jeune, moi j'ai démarré quand même assez jeune, hein, tu vois, vers 15-16 ans, forcément tu atteins ton potentiel presque maximal très tôt. Donc on va dire à 25 ans, en tant que pratiquant naturel, tu as déjà acquis, on va dire, 70-80%, voire plus de ton potentiel maximal. Donc le reste mmh, de ta vie, tu vas essayer de grappiller les quelques pourcents. Personne n'arrive jamais à 100%, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de connaissances en termes de, enfin tout, que ça soit nutrition, entraînement et tout. On a beaucoup de connaissances, mais pas assez pour aller à son plein potentiel. Et je pense qu'on les aura jamais d'ailleurs. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, la progression, c'est aussi de ne pas régresser. Ne pas régresser, ça veut dire d'être toujours mieux ou d'avoir le physique que tu avais à tes 25 ans. Ben, à 30 ans, pareil, voire un peu mieux. À 35 ans, un petit ouais, peu mieux. Et puis à 40, de le maintenir, ça. Maintenir à 40, maintenir à 45, à 50, etc. Pour moi, ça, c'est une forme de progression parce que la norme a tendance à régresser. Donc, mmh, c'est pour moi une forme de progression. Après, évidemment, que dans ma tête, j'ai toujours envie d'améliorer certaines zones, d'avoir, je ne sais pas, par exemple, un peu plus de bras ou un peu moins de scie. Tu vois, on a toujours un objectif. Et ces ouais, objectifs, moi, ils sont changeants. Parfois, c'est bon, ben voilà, je pense que ça ferait mieux si j'avais un peu moins d'épaules, un peu plus de trapèze ou un peu plus de triceps, un peu. Enfin, tu vois, ça, je te dis un peu des choses au hasard. Hein, c'est pas du tout mes objectifs du moment, mais euh, c'est comme ça que je vois la progression. Plutôt, tu vois, travailler comme ça sur une forme de globalité. Comment je peux améliorer ça? Ben, il faut que je touche ça et ça, tu vois, pour améliorer. Mais ça va ouais, pas être vraiment de progresser. Tu vois, pour moi, prendre 5 kilos de muscle, ça veut rien dire. Parce que ouais, t'en fais quoi, tes 5 kilos de muscle? Si t'en fous 3/4 dans les fessiers, bah, les fessiers, c'est super lourd. Donc, du coup, tu vas avoir un gros fessier et c'est très bien, mais est-ce que tu seras content? Non, parce qu'en fait, les gens, quand ils entendent 5 kilos de muscles, réellement, ce qu'ils voudraient, c'est plus de pecs, plus de bras, plus de cuisses, mais c'est pas ouais, du tout 5 kilos global, quoi. Donc, pour ouais, moi, prendre de la masse, donc prendre des kilos, c'est bien au début pour le débutant qui en a besoin, qui est maigre, qui est chétif et tout ça. Mais après, pour un pratiquant avancé, les kilos, c'est plus un envoi au casse-pipe à prendre beaucoup de gras qu'autre chose, quoi. Donc ma ouais. progression, voilà comment je la perçois, quoi. Et elle va en continuer d'évoluer au fur et à mesure des années, quoi. D'accord, OK. Et tu n'as jamais eu envie de faire de compétition? Non. Mais la compétition, déjà, j'ai pas du tout l'esprit compétition. Moi, je suis pas, tu vois, je suis pas du tout dans l'esprit compétitif. Moi, Ouais, j'aime pas me mesurer aux autres, si tu veux. En fait, quand je jouais, par exemple, que ce soit plus jeune à des jeux vidéo ou alors à des jeux de ballon ou autre, moi, j'aimais bien l'équipe. Tu vois, être à plusieurs pour aller à un but. Genre, je me souviens quand j'étais je crois que c'était au collège, tu avais une épreuve, c'était bike and run, je ne sais pas si ça existait dans toute la France, mais tu faisais en équipe, il y en a un qui courait sur un parcours, par exemple, de 5 km, il y en a un qui courait, l'autre qui faisait du vélo, et tu alternais quand l'un était fatigué, enfin bon, voilà. Et ben moi, ça, j'aimais bien, mais par contre, les trucs de compétition, j'avais du mal. Il y a eu un peu les sports de combat, parce que les sports de combat, c'est différent. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, c'est pas du tout agressif, les sports de combat. Au contraire, vu qu'il y a la longue période d'échauffement et tout ça avant, où on fait pas mal de répétitions, il y a un esprit de groupe
qui s'installe dans un cours. Moi, je parle un petit peu, ça a été rapidement la boxe thaï et le kung fu. Mais lors du moment où tu passes au combat, en fait, c'est vachement, comment dire, c'est peut-être presque ton adversaire, en fait, quand tu es en sport de combat. Alors, je ne parle pas sur le ring vraiment en compétition, hein, je parle lors des entraînements. Donc, ça rejoint un peu ça. Mais par contre, l'esprit de compétition pur, je ne l'ai jamais eu. Donc, c'est pour ça que moi, me mesurer aux autres sur qui est le plus beau, qui est le plus. Ça me. Ouais. Si tu veux, je n'ai pas de désir pour ça. Après, moi, j'ai exprimé un peu. Et je te disais, moi, mon désir, c'était de faire une. Enfin, non, je ne te l'avais pas dit, mais j'admirais les gens qui faisaient les couvertures de magazines. Parce que c'était peut-être plus. Égoïste comme pratique, tu te compares à personne et tout, puis être sélectionné parmi je ne sais pas combien de modèles de couverture, c'est quand même aussi une forme de compétition, mais indirecte. Tu n'as pas la confrontation directe. Et j'ai réussi à faire ça. Un jour, j'ai réussi à faire une couverture de magazine, j'étais super content. Voilà, c'était plus ou moins un objectif. La préparation est quasiment similaire. Hein, bien que quand tu fasses une préparation de shooting photo, tu n'as pas besoin vraiment de faire de recharge pour être hyper gonflé, puisque tu es tout seul, tu es comparé à personne, donc du coup, même si tu es très plat, d'ailleurs, c'est un petit peu recherché quand tu fais des shootings photos d'être limite un peu plat, mais hyper sec, enfin sec au maximum que tu puisses être naturellement, quoi. Donc voilà. Mais la compétition, non. Et puis après, il faut le niveau aussi. Hein. Ça veut dire qu'il faut tomber dans les critères bodybuilding. Les critères bodybuilding qui ne sont pas les miens. Parce que critères bodybuilding, c'est voilà, des super grosses cuisses, des super gros mollets, des super gros avant-bras, enfin tous les muscles très développés. Alors que moi, mon image d'un physique idéal ne correspond pas forcément à ça. Ouais. Moi, je ne suis pas pour hypertrophier tous les muscles de la même façon. C'est d'ailleurs ce qui me cause des fois pas mal de débats, parce que quand tu parles avec des bodybuilders, ils ne comprennent pas mon approche. Moi, je ne suis pas sur un physique tout développé pareil. Il y a des muscles que je préfère développer et d'autres que je ne veux pas développer. Tu vois, enfin, il faut qu'ils aient un certain développement, mais pas trop. Parce que sinon, ça casse par rapport à ma taille. Tu vois, je fais 1m75. D'avoir des cuisses de bodybuilder, j'aurais l'impression de faire 1m65. Et ce n'est pas mon souhait. Il faut quand même des belles cuisses pour que ça aille avec le haut, mais pas des trucs énormes qui vont encore te rétrécir. À l'inverse, je ferai 1m90, j'irai à fond sur les cuisses. Parce que oui, tu es grand, tu peux y aller, il y a de la longueur de cuisse à développer, quoi. Donc, c'est des exemples, si tu veux, que je donne, mais mon approche, elle est liée, comme je te disais, sur à quoi je veux ressembler globalement. Et en fonction de ça, quelles sont les zones que je peux repeindre, entre guillemets, que je peux ajouter de l'argile, en enlever et tout ça, quoi. Ok, d'accord. Pour partir un peu plus sur le côté nutrition, j'ai l'impression que tu es quand même assez sec toute l'année. Tu arrives quand même à garder une super condition physique tout au long de l'année. Alors, quel body fat tu penses pouvoir garder, toi, à l'année, si tu arrives tu as une idée là-dessus? Et est-ce que tu es strict tout le temps sur ta diète ou est-ce que tu es assez flexible quand même? Tu t'accordes des moments de plaisir et tout ça, quoi? Pour la première partie de ta question, au plus sec où j'ai été mesuré, alors pas avec le DEXA scan, etc. Hein, je te parle avec la pince à plis cutanée, avec je ne sais plus combien il y avait plus d'une dizaine de plis dans le dos, le bas du dos, le haut du dos, les fessiers, les triceps, enfin tout un tas de zones. Le plus bas où je suis descendu, c'était 6,7. D'accord. Donc ce qui est un bon score, hein, je pense, surtout quand on est naturel, tu vois, sans produit, sans rien du tout, et avec un background de personnes en surpoids. Je pense que c'est pas trop mal. J'aurais pu faire mieux, mais bon, c'était pas trop mal. Mais après, évidemment que je suis pas comme ça toute l'année. Moi, j'ai vu que peut-être entre 8 et 12, j'ai mes abdos apparents. Mes abdos apparents, j'ai des bras super dessinés avec les veines, les pecs qui sont striés et tout. Pas besoin, si tu veux, de m'acharner à aller plus bas. Donc moi, je pense que toute l'année, je suis entre 8 et 12. Je vais osciller en fonction des saisons, parce que l'hiver, moi, j'ai tendance, comme beaucoup de personnes, à ton corps, il stocke un petit peu plus, hein, quelle que soit la diète. Et puis dès qu'il fait un peu plus chaud, tu transpires un peu plus, tu as moins de rétention d'eau, donc visuellement, tu parais plus sec. Donc j'oscille, si tu veux. Mais toute l'année, ouais, je suis là-dedans. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, tu me parlais de est-ce que je suis un peu flexible et tout ça. Alors, qu'est-ce que pour toi, c'est quoi la flexibilité? Flexibilité, moi, ce serait plutôt de s'autoriser, je sais pas, de manger d'aller au resto, de se faire des plats qui rentreraient pas dans ce qu'on peut appeler une diète bien calibrée,
bien calé, des trucs un petit peu plus gras ou tout ça, enfin vraiment des plats plaisir, quoi. Et ça, tu parles de ça flexible tous les jours ou ponctuellement? Bah, je sais pas, ça dépend ça dépend de toi. Si tu te fais plaisir vraiment avec des tartiflettes tous les jours ou Non, ben, tu de sais, temps en temps. si je parle de la flexibilité qui me semble la plus cohérente, je le suis, puisque la semaine, je m'alimente à ma faim avec des bons aliments. Donc, Mhm. c'est potentiellement ce qui me fait récupérer, ce que j'aime aussi au goût, parce que il faut quand même qu'on aime ça. Après, je suis pas très difficile, hein. Moi, tu vois, des légumes et tout, ça fait tellement longtemps que j'en mange que j'ai pas de problématique à en manger. Après, bah voilà, dans la journée, le soir, j'aime bien devant la télé avoir mon chocolat noir à 90%, tu vois. Bon, je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à le manger. Pour moi, c'est Je un peux pas petit manger ça, plaisir. moi. Hein? Moi, je peux pas manger du 90%, ça passe pas. Bah, j'ai commencé par le 70, puis après le 80, 85 et 90, tranquillement. Aujourd'hui, pour moi, c'est un réel plaisir d'en manger, tu vois, de manger mes 2-3 carrés le soir. J'aime ça. Ça m'empêche pas d'avoir des abdos. Est-ce qu'on rentre dans la flexibilité ou est-ce que le chocolat à 90% c'est considéré comme santé? Bah, je te dirais les deux en fait, hein. C'est plaisir et santé. Donc, du coup, c'est être flexible en faisant bien les choses. Après, quand tu me parles de restaurant, de tartiflette et tout ça, ça, je le garde vraiment pour des moments plaisir le week-end. Donc moi, tous les week-ends, je m'accorde ce que j'ai envie de manger, en fait. Mais pas n'importe quoi, pas de façon boulimique, genre tout le temps, et à n'importe quelle heure de la manger, bouffer, bouffer, bouffer. Non, Ouais. ça va être par exemple le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir, me faire des repas qui me plaisent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être hyper transformés et tout. Je vais te donner des exemples concrets. Par exemple, ça peut être, je vais manger sushi le vendredi soir, me faire des croque-monsieur maison le dimanche soir, et du poisson façon fish and chips, tu sais, avec des petites frites de patates douces le samedi soir. Donc, tu vois, c'est pas des trucs hyper violents, mais le week-end d'après, ça peut être, par exemple, une raclette. Si on a envie de se faire une raclette, je vais me le faire. Si j'ai envie de boire du vin, je vais en boire. Si tu veux, je suis pas frustré, moi, de l'alimentation. J'ai pas l'impression d'être, tu vois, d'être là, ah là, là, je rate ma vie parce que je mange pas telle ou telle chose, parce que chaque chose enfin, tout a une place dans mon approche alimentaire. Par contre, effectivement, du lundi au vendredi, je vais pas faire de tartiflette parce que je me dis, si je commence à faire ça, si tu veux, pour moi, le week-end, c'est associé au plaisir. C'est-à-dire, le week-end, je ne travaille pas. Donc, je fais Ouais. partie des entrepreneurs qui ont réussi à mettre un style de vie où je ne travaille pas le week-end. Euh, c'est aussi un moment où mes entraînements sont plus relax, où c'est d'autres formes d'entraînement, tu vois, plus du cardio, des choses comme ça. Et puis, j'ai des souvenirs enfin voilà, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était à l'école ou quand tu étais salarié ou quand on est salarié, le vendredi, c'est une super journée parce que tu sais que le week-end arrive, quoi, tu vois. Aujourd'hui, enfin, je sais pas toi, mais j'ai la banane. Moi, je suis content d'être vendredi parce que c'est le week-end, tu te détends, enfin voilà. Et si tu veux, pour moi, ça correspond parfaitement à ça, de se faire plaisir dans ces moments-là. C'est un petit peu comme attendre Noël pour un gosse, tu vois, dès le 1er janvier, 1er décembre, tu attends le moment, le Graal, tu vois, qui arrive le 24 au soir et le 25 en journée. Ben, pour moi, c'est un peu ça. J'ai pas de raison que ça soit le Noël tous les jours. Parce qu'en fait, pour moi, ça serait il y aurait absence de désir, il y aurait que du plaisir. Et je Ouais. pense sain, pour avoir lu beaucoup de philosophes, je trouve ça sain d'avoir du désir, de désirer des choses, un certain temps en fait. Tu vois, de ne Mm. pas succomber tout de suite au plaisir. Tu as D'accord. envie, par exemple, d'une tartiflette. Il y en a qui vont dire si tu la manges pas aujourd'hui, c'est que tu vas te frustrer. Non, il y a une autre façon de voir les choses. Tu peux te dire, je la mange pas aujourd'hui, mais plus tard, et de la désirer. Tu vois, je vais la manger les vendredis soirs ou dimanche soir, et de la désirer. De recréer le désir, déjà, ça t'apprend à mieux apprécier les choses, parce que les gens qui mangent mal, quand Mm. tu leur dis concrètement, mais tu prends ton pied à manger, ils vont te dire non. Mais par contre, tu leur enlèves, ils vont pleurer. Parce qu'en fait, ils étaient dans le plaisir permanent, mais le plaisir permanent, si tu es tout le temps dans le plaisir, mais en fait, il n'y a plus de plaisir, puisqu'il n'y a plus de. Tu vois, enfin, c'est un petit peu comme les gens, le bonheur existe parce qu'il y a le malheur, tu vois, ben, le plaisir existe parce qu'il y a le déplaisir. Donc, si les gens, tu les fais jamais aller dans une forme d'alimentation plus, on va dire, plus neutre, moins goûteuse, on va dire, moins alléchante, ils pourront pas réellement apprécier et d'ailleurs, Ouais. quand tu commences à faire attention à ta diète, tu te rends compte que tu te mets à apprécier des choses beaucoup plus simples. Par exemple,
Une blanquette de veau, ça fait rêver quasiment personne qui n'est pas au régime. Parce que quoi, c'est du veau, un peu de crème et du riz. Et des carottes. Et d'autres choses. Mais bon, voilà. Ça les fait pas rêver. Ils vont rêver à une pizza, un McDo, tout ça. Mais quand tu commences à faire réellement attention à ta nutrition, ce genre de plat, en fait, j'ai l'impression qu'on se reconnecte un peu plus aux traditions françaises, tu vois, à la bonne bouffe, à la gastronomie, quoi, si tu veux. Et tu t'apprends à apprécier des plats parfois que tu n'aimais pas enfant parce que ça te paraissait enfin voilà, des plats un peu, enfin je sais pas forcément goûteux, quoi. Tu préférais avoir des nouilles, du jambon, du gruyère. Et je trouve ça, moi, de mettre du plaisir là-dedans, je trouve que c'est hyper sain comme approche, si tu veux. Ouais. Il y a un temps pour tout, si tu veux. Parce que les gens leur dire, ouais, mais faut manger de tout, sinon tu vas être frustré. Il ne faut pas oublier de leur dire que manger de tout, c'est pas être en bonne santé aussi. Parce que effectivement, dans la bouche d'un diététicien, manger de tout, ça ne résonne pas de la même façon que le monsieur tout le monde quand il dit manger de tout. Le diététicien manger de tout, c'est dire des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, des fruits, un peu de féculents et tout ça, de tout. C'est ça, et un petit peu de sucre. Il a dit qu'il faut manger de tout, mais il n'envoie pas les ratios et il n'envoie pas le type d'aliments. Le monsieur tout le monde, manger de tout, ça veut dire passer devant le distributeur, prendre un Mars, ça veut dire manger des plats préparés, ça veut dire accepter les croissants du matin au travail, ça veut dire prendre une canette de coca si on en a envie. Et, parce qu'il n'a pas l'éducation nécessaire à savoir ce qu'est le vrai tout. Pour lui, son tout, c'est du surgelé préparé, c'est de la barquette micro-ondable, c'est des sucreries. Donc, il faut une forme d'éducation pour savoir que c'est possible de manger de tout, mais il faut avoir les connaissances pour savoir qu'est-ce qu'est réellement le tout. Parce que pour moi, des aliments transformés, ça n'est pas des aliments. Ça n'est qu'un embriquement de choses d'un aliment à la base où on a imbriqué tout un tas de choses pour qu'il soit meilleur au goût, qu'il dure plus longtemps, etc., etc. Mais donc, il faut une forme d'éducation. Et donc, c'est pour ça que moi, mon approche, je trouve aujourd'hui qu'elle est cohérente par rapport à mon style de vie. Donc, elle me permet d'avoir le physique que j'affiche, donc qui n'est pas exceptionnel, mais qui en tout cas qui a mon goût personnel. 2, d'être performant, parce qu'il faut aussi réussir à être performant, sinon tes entraînements, tu ne les tiens pas. Et 3, de me permettre d'être invité. Je peux être invité n'importe quand, je vais y aller. Si je suis invité en pleine semaine, bon là en ce moment c'est le Covid, mais si je suis invité en pleine semaine, c'est pas grave. Je vais y aller, je vais pas me priver de ma vie sociale parce que j'avais dit non, c'est le vendredi qu'il faut que je mange. Non, non, si je suis invité, ça passe en priorité. Après, est-ce qu'on est invité tous les soirs? Moi, c'est pas le cas. Tu vois, il y a des gens pour qui c'est le cas. Ils ont une vie hyper active, une vie sociale hyper active. Dans ce cas-là, ces gens-là, il faut avoir un travail personnalisé sur eux et leur dire, OK, tu as une vie sociale hyper prise, tu es tout le temps invité, tu es tout le temps au resto et tout. Tu veux des abdos? Bah, là, il faut qu'on travaille concrètement sur des solutions, sur des choix que tu feras chez des amis, des choix que tu feras quand tu iras au resto et tout ça. Moi, personnellement, ça s'adapte à mon style de vie. Ok, mais c'est hyper intéressant comme approche. Et pour revenir sur ce que tu disais, donc on n'a pas tous la même notion de qu'est-ce que c'est que manger tout, etc. Et c'est très vrai. Quand tu connais un peu la nutrition et tout ça, bah, tu connais les aliments, tu sais ce qu'ils peuvent t'apporter et tout ça, et tu vois les aliments qui vont être plus intéressants pour toi que d'autres. Et quand ce que j'ai remarqué, du coup, c'est les gens qui n'y connaissent rien en nutrition, eh bien, des fois, ils se dirigent vers des aliments sans avoir aucune idée de ce qu'il y a réellement dedans. Je parle par exemple des plats préparés. C'est que il y en a beaucoup qui prennent des plats préparés qui se disent bah regarde ce qu'il y a dedans, tu vois, tu vas avoir de la viande, tu vas avoir tel truc. Franchement, c'est nickel quoi, c'est un vrai repas machin. Et en fait, il ne se doute pas que, en gros, est-ce qu'il est en train de manger un truc ultra transformé et tout ça. Et il a l'impression de manger quelque chose finalement qui va être hyper intéressant pour lui au niveau nutritif et tout ça, alors qu'en réalité, c'est un peu tout pourri ce qu'il y a dedans, des additifs, des tas de trucs et tout ça. Et donc, c'est vrai que finalement, ouais, comme tu disais, c'est important d'essayer de voir un peu quel est le niveau de la personne et quelle est sa notion en fait derrière l'alimentation en fait. Ouais. Donc voilà. Est-ce que toi, tu calcules tes calories ou pas du tout? Est-ce que tu l'as fait pendant un temps et puis tu as arrêté de le faire? Et est-ce que tu conseilles aux gens de suivre leurs calories et leurs macronutriments?
Bah alors moi, j'ai jamais réellement compté mes calories. Ce que j'ai fait au tout début, c'est que j'ai regardé ce que je mangeais quand j'ai fait Enfin, si tu veux, j'avais des notions, comme je te disais, quand j'ai fait mes premières recherches pour mon premier régime. Tu sais, tu tombes toujours sur des trucs, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides. Enfin bon, il y a toujours des trucs comme ça qui viennent des chiffres. Donc j'ai calculé, si tu veux, pour savoir ce que ça représentait. Donc j'avais suivi les bêtes formules qui étaient dans tous les bouquins de l'époque et tout ça. Et j'étais tombé sur, tiens, il me faudrait tant de protéines par jour, donc ça représente tant en blanc de poulet, en œuf et tout. J'ai fait les choses comme ça, mais en fait, je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, quoi, pour savoir à peu près mes besoins. Après, j'ai arrêté de calculer parce que, je me suis dit, mais c'est pas viable. De toute façon, enfin, qui a envie de calculer jusqu'à la fin de sa vie? Si déjà ça te saoule quand tu es célibataire, jeune et tout, bah, quand tu as des gosses, une femme, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu vas pas t'amuser à sortir dans MyFitnessPal à chaque repas et tout. Ouais. Mais encore une fois, parce que moi, comme je te disais, je fais partie des gens plutôt instinctifs. Une personne qui réagit plus, une personne très cartésienne, qui a besoin de tout programmer, son entraînement et tout, lui, ça va être un facteur de motivation de rentrer, d'avoir un journal alimentaire et tout. Moi, c'est pas mon cas personnellement, parce qu'encore une fois, je veux pas tomber dans cette. Moi, je le perçois comme une non-liberté. Tu vois, comme par exemple, à un repas, je prends un cas typique. Hein. À un repas, donc j'ai fait une super séance, je m'entraîne, parce que moi je m'entraîne en fin d'après-midi, je prends ma collation, je vais prendre ma douche, je prépare à manger, et au moment de passer à manger, je m'étais prévu 200 grammes de viande, et je me rends compte après 100 grammes de viande, après avoir mangé mes légumes et tout, que ben, je n'ai pas envie du deuxième morceau de 100 grammes, tu vois, je sens que j'ai pas envie. Alors celui qui compte ses macros, il va le manger, mais moi non. Moi, je le mets dans un petit tupperware et tant pis. Peut-être que demain, j'aurai plus faim et je le mangerai, tu vois. Ouais. Je vois les choses comme ça et je peux garantir à tous ceux qui nous écoutent, ça fait 10 ans que je fonctionne comme ça. J'ai pas perdu du muscle ou pris du gras ou non. En fait, moi, je pense que tous ces macros et tout, c'est bien pour donner une indication. Ouais. Une indication de se dire, OK, si tu n'as pas cette base-là, déjà, tu vas pas réellement savoir ce que représente 40 grammes de protéines, 100 grammes de glucides, des choses comme ça. C'est bien de le savoir. Mais après, mieux vaut se pencher sur à la fois visuellement. Donc, moi, je conseille aux gens, au début, quand ils n'ont pas envie de compter, comptez une fois pendant une semaine, enfin, vos repas d'une semaine, et à chaque repas, vous les prenez en photo. Et en fait, après, vous regardez vos photos, comme ça, vous arrivez à voir à peu près les quantités. Tu fais un Ouais. album dans ton iPhone, un album recette régime année 2010, 2020 ou 2021 ou n'importe quoi. Et au moins, la personne, elle peut avoir un repère visuel si elle a besoin de refaire un régime dans 10 ans, quoi, tu vois. Ça peut être une méthode, quoi. Mais vraiment, après, de travailler avec. Je déteste, en fait, le truc où, parce qu'il faut manger tant, je vais me forcer à le manger. Alors, évidemment, moi, une personne en prise de masse qui n'a pas d'appétit, il est obligé de se forcer à manger au début et tout ça pour s'habituer. Mais moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai pas besoin, mon corps réagit très bien comme ça. Et au contraire, j'aime pas trop sortir d'un repas en étant ou en ayant faim ou en ayant, tu vois, l'impression d'avoir de la bouffe jusqu'à la gorge, quoi. OK. Et pour rester dans la nutrition, tu prends des compléments alimentaires? Tu conseilles certains compléments alimentaires, ou pas du tout? Pour toi, c'est un peu, inutile, Bah, en conseiller, c'est pareil, c'est très indépendant, mais je pense que pour tous les sportifs, une poudre de protéines, à partir du moment où on tolère bien les poudres de protéines aujourd'hui, quand même, elles se tolèrent quand même bien celles qui sont de bonne qualité. Une poudre de protéines, c'est quand même bien pour justement avoir un apport en protéines régulier, surtout si dans la démarche où les gens consomment de moins en moins de viande, ouais, où le poisson c'est cher et tout. Bon, la poudre de protéines, ça permet quand même d'avoir une bonne collation intéressante après l'entraînement. Il y a du pour, du contre, il y a des gens qui sont. Enfin bon, voilà. Mais bon, moi, je recommanderais aux sportifs qui veulent améliorer leur performance et tout, leur récupération et tout, et leur apport en protéique, pardon, d'en prendre. Après, au niveau autre, un multivitamine, mais c'est pareil, les multivitamines, il y a à boire et à manger. Si tu prends un ouais, multivitamine un peu low cost, enfin, je veux dire que tu trouves partout, tu vas avoir des vitamines, des minéraux, du fer, des trucs que tu n'as pas forcément envie d'avoir. Donc, plutôt un multivitamine où il n'y a que des vitamines et pas de minéraux dedans. Et à la limite, si la personne a besoin de certains minéraux, de prendre un complexe de minéraux séparés pour pas avoir en fait qu'elle puisse se jauger le truc. L'idéal étant d'avoir les vitamines au détail, mais bon, c'est pas forcément intéressant. Les multivitamines, ça marche bien. De la vitamine D en ce moment, c'est intéressant.
Ouais. Pas seulement parce que c'est l'hiver, mais aussi parce qu'il y a le Covid. Des oméga 3. En fait, le mieux, c'est, enfin, je te donne plus ou moins ce que je consomme, hein. Des Ouais. oméga 3 et moi du magnésium. Je sais que je réagis bien au magnésium, à la fois le citrate et à la fois le ZMB. Je ZMA? crois que c'est ça. ZMA, ZMB, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle pas comme l'autre. Enfin, c'est une marque qui le vend et qui l'a appelé ZMB justement. Moi, j'aime bien utiliser ça. Et voilà, c'est tout. Enfin, j'ai d'autres petits trucs, mais qui sont après plus personnels, tu vois, des plantes, des choses comme ça. Mais la Ouais. base du sportif, c'est ça, quoi. Enfin, que je juge intéressant pour moi, quoi. À la D'accord. fois corrige les possibles carences de l'alimentation moderne, tu vois, déficit en oméga 3 et en certaines vitamines. Et à la fois, ça soutient un peu le sportif. Et quand tu fais des phases un petit peu de coupe, de régime pour descendre un petit peu, c'est bien aussi d'avoir quelques vitamines supplémentaires, quoi. Ok, d'accord. Pour sortir un peu du sujet de la nutrition cette fois, c'est quoi une journée type pour toi durant la semaine? À quel niveau? Tout ou C'est quoi? Tu te lèves, tu fais quoi et jusqu'au moment où Ah, je tu te me lève, couches? je fais quoi? Ben, je me lève assez tôt. Euh, donc, ça va être, ça dépend. Le plus tôt, ça va être, au plus tôt de ce que je peux me lever, ça va être 5h30. Au plus tard, ça va être 7h. Tu vois, donc, D'accord. je sais pas, pour les Français, c'est assez tôt, mais dans l'absolu, c'est normal, quoi. Enfin, je veux dire, dans d'autres pays, ils se lèvent à peu près tôt comme ça. Ouais. Je me réveille, bah, comme tout le monde, tu vois, j'émerge un peu, un café, voilà. Je me prépare, je m'habille. Alors moi, je travaille, enfin, les gens l'ont peut-être compris, mais je travaille à la maison, pas que pendant le Covid, parce que c'est aussi mon activité de travailler comme ça. J'ai un petit espace bureau pour bosser. Mm. Donc, je m'habille tous les jours. Je travaille pas en slip ou en jogging. Non, non, j'essaye d'avoir une tenue quand même qui correspond au fait de travailler tous les jours, donc pour me conditionner. Je déjeune, je prépare le petit déjeuner pour moi et pour ma compagne, et j'attaque de bosser très tôt. En fait, moi, je travaille, Ouais. voilà, je suis directement à bosser jusqu'à midi et demi. Donc, ça me fait des très longues matinées, un peu comme les journalistes. Tu sais, je disais l'autre jour, les journalistes de BFM Business, ils ont le même rythme que moi, plus ou moins. Ils travaillent très tôt le matin, Ouais. jusqu'à midi et demi. Après, petite sieste dans l'après-midi. Et puis, en se réveillant, ils font d'autres activités et ils commencent à bosser les sujets du lendemain. Moi, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu de bosser les sujets du lendemain, c'est que je vais apprendre. Tu vois, je vais à un bouquin en cours sur un sujet, quelques études, des trucs comme ça, ou parfois des petites interventions que j'ai à faire sur le site ou préparer une formation gentiment, tu vois, mais pas des choses, euh, tu vois, que j'ai besoin de me forcer à faire. C'est des choses agréables, c'est du travail, mais des choses plus agréables que le matin, où le matin, c'est vraiment du hardcore, quoi. Ouais. Et je m'entraîne après, donc je mange le midi comme tout le monde. Je fais ma petite sieste, je rebosse un peu pendant 1 heure et demie, et après, je vais m'entraîner. Là, entraînement intense pendant 45 minutes à 1 heure. Je prépare à manger, enfin, je prends ma collation, je mets à la douche, je prépare à manger, je mange. Je me mets un épisode de série comme beaucoup de Français, je pense. Aujourd'hui, on fait tous plus ou moins la même chose sur Netflix ou autre. Mes 3 petits carrés de chocolat et je vais au lit. Tu vois, et quand je vais au lit pendant 1 heure, je lis. Alors, c'est ou un sujet de travail. Mais le problème, c'est que moi, ma vie privée, donc mon style de vie et mon travail est tellement, tu vois, fusionné que des fois, des bouquins où je vais apprendre des choses, donc de la philo et tout, je vais en tirer des conclusions ou des approches pour mon travail. Donc, du coup, est-ce que c'est 1 heure de travail? Est-ce que c'est 1 heure de plaisir? Je ne sais pas. Moi, je le vis plus comme du plaisir, mais vu que je fais des notes et que je m'en sers après dans mon travail, c'est aussi du boulot. Donc, tu vois, je travaille à peu près par rapport à un Français qui va travailler 8 heures par jour ou 7 heures. Moi, c'est plus 6 heures, 6h30 maximum, mais découpé, si tu veux. Mais j'ai une grosse phase de travail intense quand même le matin, où là, enfin, je suis vraiment focus. C'est-à-dire que moi, toutes les heures de boulot qu'il y a là, elles sont pleines, hein. Il n'y a pas de distraction ou autre, quoi. D'accord, ok. Et c'est quoi exactement tes sources d'informations, toi, du coup, pour faire tes articles, tes podcasts, tout ça? Ben, Tu trouves où, en fait, tous tes articles? Tu as une ben, source ça dépend. particulière ou pas? Ça dépend, tu vois, pour les podcasts, je fais beaucoup d'actualité. Quand je fais mes podcasts audio, c'est de l'actualité, donc c'est des sujets beaucoup plus légers.
Donc, je vais m'inspirer d'articles de journalistes, par exemple, des rapports de l'ANSES, des choses comme ça, parce que c'est des sujets qui ont déjà été travaillés pour le grand public. Et c'est des sujets qui sont plus simples à comprendre pour les auditeurs et tout ça. Donc ça, c'est un des formats que je vais utiliser pour juste l'audio, mes podcasts ou mon émission d'actualité du mardi. Ensuite, les recherches, donc le concret, entre guillemets, ça va être plus 100%, quasiment tout le temps, PubMed. Hein. Je vais aller là-dessus, ou Google Scholar, des choses comme ça, ou enfin après des revues individuelles, où j'en ai des tas et des tas et des tas que j'ai regroupés dans un concentrateur RSS, tu sais, où je suis averti des dernières études sur le sujet et tout ça. Donc pour ça, je suis hyper organisé. Hein. Je veux dire, j'ai toutes les dernières nouveautés dans les thèmes que j'ai envie de travailler. Donc sommeil, testostérone, tu vois, hormones, je sais pas, œstrogène-like. Je vais avoir plein de thèmes comme ça qui vont. Je vais avoir en fait comme une alerte à chaque nouvelle étude qui sort. Aujourd'hui, je pense que c'est assez simple à fabriquer pour beaucoup de personnes. Après, c'est simple à fabriquer le système, mais encore faut-il les lire tous les jours ou alors de se réserver une journée par semaine pour le faire. Et après, il va y avoir des bouquins, parce que je pense que les études, c'est bien, mais c'est aussi bien d'avoir des livres. Alors, je lis de moins en moins de livres sur la muscu ou sur la nutrition, parce que je pense que, j'en apprends peut-être plus aujourd'hui dans les études, et je pense qu'aujourd'hui, les ouvrages de référence sur la muscu, ils se comptent sur les doigts de la main. Mais par contre, je vais lire pas mal de livres sur les régimes, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je les lisais non pas pour avoir la méthode de régime, mais parce que ces livres regorgent de témoignages de gens. Et moi, j'ai beaucoup de clients, donc j'ai beaucoup de témoignages et tout ça. Mais ça m'intéresse aussi d'avoir des témoignages de personnes qui ne sont pas dans le monde de la musculation. Et de voir un petit peu comment ces gens-là vivent les choses, parce que moi, quand j'aide des personnes, par exemple, qui font un régime, c'est biaisé un petit peu, parce que c'est des gens qui sont déjà dans le monde du fitness. Donc déjà, ils corrigent déjà la plus grosse problématique qui est de bouger plus, quoi. Et donc du coup, des fois, j'aime bien savoir comment monsieur et madame tout le monde qui ne font pas de sport vivent ça, quelles sont leurs difficultés et tout. Je le vois vraiment comme ça, moi. Et donc, ça va être des bouquins comme ça. Et donc, du coup, ma Kindle, elle est chargée. Je crois que j'ai 400 bouquins dans ma petite Kindle, là, que je lis régulièrement. J'ai ma bibliothèque également où je lis. Je suis très psychologie, très philosophie. J'ai beaucoup. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas fait d'études de philo, j'ai pas fait d'études de psycho. Et je pense que c'est des disciplines qu'aujourd'hui, je découvre avec beaucoup d'intérêt. Et je trouve qu'elles sont fortement associées au style de vie fitness, à tout ça, pour tout un tas de raisons. Et donc, ça fait partie aussi de mon apprentissage. Donc, j'aime bien dire que même quand je suis en vacances, en fait, je bosse pas réellement sur un clavier, mais de voir, de lire, d'observer, mon cerveau est toujours en train de travailler. D'ailleurs, j'ai un outil de notes en permanence qui est disponible. J'en ai gardé qu'un seul. Avant, j'en avais plein par catégorie et tout. J'en ai gardé qu'un seul. Ou dès que j'ai un truc qui me passe, hop, bullet point là, je rajoute une ligne parce que tout est sujet à discussion, en tout cas, et tout peut être lié à tout un tas de choses, quoi. Par rapport au style de vie fitness, perte de poids, prise de masse musculaire et tout. Ok. Et alors, tu en as un peu parlé, toi, au niveau de tes passions, tu es vraiment que à fond muscu. Alors non, tu es un peu philo, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres sports, d'autres domaines qui t'intéressent vraiment, je sais pas, du yoga ou autre? Alors la philo et la psycho, c'est pas une passion, tu vois, un truc qui vraiment, non, c'est plus un loisir, un hobby, tu vois, un truc où apprendre ne me demande pas d'effort et il y a une petite dose de plaisir. Après, pour être honnête, je pense que je suis plus ou moins comme tout le monde, tu vois, j'aime bien quand je trouve une super série qui me motive sur Netflix ou quoi, tu vois, à me dire ce soir il y a un épisode à regarder, donc je vais avoir des hobbies assez similaires à d'autres personnes. Pour faire bien, je peux dire que j'aime beaucoup bricoler, tu vois, mais c'est vrai, j'aime ça, j'aime travailler sur tout le bois, en fait, tu vois, le bois, j'aime ça. Donc, c'est pas pour rien, dans ma déco, il y a du bois partout, mon bureau est en bois et tout. D'ailleurs, ma nana, elle a une overdose de bois, mais bon, j'aime ça, tu vois, de travailler le bois. Et mon grand-père, tu vois, c'était son métier. Je me rappelle aller dans son atelier, ça sentait, tu vois, la sueur de bois. Mon père était bûcheron, tu vois. Donc, j'ai ces odeurs, je me rappelle peut-être l'enfance.
Et du coup, pour moi, bricoler, c'est une forme de méditation. J'ai pas besoin, tu vois, de me mettre un podcast dans les oreilles ou quoi quand je bricole. Je suis sur mon truc. Après, je suis un peu un touche-à-tout. Je suis capable, tu vois, la dernière fois, je me suis monté un petit PC avec un Raspberry Pi. Je sais pas si tu connais, hein, c'est un truc un peu de Non. geek. C'est des micro-PC, tu peux en faire des serveurs, des machins. Enfin bon, je suis un peu geek sur les bords, tu vois, j'aime bien automatiser des choses et tout. Donc du coup, ça, je l'ai fabriqué. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais. Ah si, une passion que j'oublie, qui prend beaucoup de place, la bagnole. J'adore l'automobile. Mais, Ah ouais. mais pas la mode automobile. Hein. Je ne suis pas passionné par la Bugatti Veyron, par la super machin. Non, j'ai des thèmes particuliers. J'aime beaucoup la voiture un peu Youngtimer ancienne, tu sais. Mais aussi j'aime bien les voitures bien finies, un peu classe et tout. Donc, du coup, ça prend aussi pas mal de temps. Tu vois, je suis même inscrit sur un groupe. J'ai une petite voiture cabriolet. Je ne sais pas si les gens connaissent. J'ai deux voitures, une voiture de tous les jours, normale, assez moderne, on va dire, et une petite voiture de collection, entre guillemets, que je ne veux pas trop lui mettre du kilomètre, une BMW Z3. Et bah, tu vois, il y a un petit forum, donc je vais aller regarder et tout. Mais ce qui me passionne, en fait, moi, c'est de la maintenir en bon état et d'essayer de l'améliorer, tu vois, pour qu'elle garde son cachet d'origine. Donc, on peut dire que c'est une forme de passion, mais c'est jamais aussi puissant que le style de vie, tu vois, d'essayer d'être en forme, de faire bien les choses et tout. Mais encore une fois, c'est lié parce que ce genre de petite passion-là, annexe, m'aide à déconnecter justement du sujet principal. Et je suis convaincu, pour l'avoir vécu, que si on est tout le temps dans la muscu et le fitness H24, parce qu'il ne faut pas oublier que pour beaucoup de personnes, ils ne le sont pas H24, ils ont l'impression, mais ils ne le sont pas parce qu'ils ont un job et tout. Moi et toi, enfin, quand c'est notre job, on y est tout le temps. Et j'ai vu tellement de professionnels du sport qui ont perdu cette passion, qui ne s'entraînaient plus, des patrons de salle et tout, et parce que justement, ils sont dedans tout le temps. Et moi, personnellement, je sais qu'il faut des fois s'évader de cette passion pour revenir plus motivé. S'évader, ça peut être pendant 1 heure, 2 heures de la journée, tu penses à autre chose. Alors certains, ça va être la photo, d'autres trucs. Donc j'ai plein de petits trucs comme ça, si tu veux, mais j'ai pas une réelle deuxième passion vraiment forte. Tu vois, la voiture, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas non plus un truc où je me dirais, je suis prêt à faire un crédit monstrueux pour m'acheter la voiture de mes rêves. Non, moi, les voitures que j'ai, c'est modeste. Je veux dire, c'est pas des trucs de fou, tu vois, des Ferrari et tout ça, comme pourraient avoir des Instagrammeurs. Pas du tout. Moi, c'est des voitures à petit budget, entre guillemets, petit budget, par rapport à ce que eux pourraient montrer sur les réseaux, quoi. Ok. Et est-ce que tu as des modèles, des gens qui t'inspirent, des sortes de mentors, que ce soit dans la muscu ou autre, hein? Ben ouais, alors moi je suis très inspiré par je lis pas mal de biographies aussi. Ouais. Et j'ai lu par exemple la biographie euh, alors il y en a eu plusieurs. Alors j'aime beaucoup le cinéma et j'aime beaucoup la saga James Bond. Tu vois, j'ai découvert que très tardivement cette saga. Tu vois, moi à l'époque, tu connais un peu les films ou pas du tout? Un peu, ouais. Bah, tu as une époque, Pierce Brosnan et tout ça, j'ai même pas été les voir au cinéma, j'avais pas, enfin voilà, moi mes parents m'ont pas montré tous ces films quand j'étais gosse, donc je m'y suis mis que très tard, je les ai découverts très tardivement, les premiers films des années, tu vois, 60 et tout. Et j'ai trouvé en fait la saga intéressante parce que pas forcément pour les histoires et tout, mais pour le côté où ils arrivent à maintenir, tu vois, depuis, ça fait 50 et quelques années, ils tiennent le truc, ça marche toujours autant, ça plaît. Et puis, c'est l'image un peu de la réussite de l'homme, tu vois, les nanas, le sport, un peu, enfin, tu vois, les activités un peu extrêmes, les voyages, les belles voitures et tout. Et en fait, j'ai lu les biographies de deux des acteurs, un qui était Roger Moore et l'autre qui était Sean Connery. Et en fait, je me retrouve beaucoup plus dans des biographies de ce genre de personnes, d'acteurs et tout. Quand je dis je me retrouve, c'est que je veux dire qu'elles m'inspirent. Parce que Ouais. c'est des gens qui ont connu des périodes basses. Tu vois, quand tu es acteur, c'est compliqué. Tu as des périodes basses, des périodes hautes. Et c'est des personnes qui doivent se mettre en condition pour des rôles, etc. Et je trouve beaucoup plus d'énergie aujourd'hui à lire ce genre de choses qu'à regarder un Instagrammeur qui me dit fais ma série d'abdos, tu vois. Alors, peut-être que voilà, c'est peut-être que j'ai mûri ou peut-être que justement mes connaissances font qu'aujourd'hui, quand je vois un Instagrammeur, bon bah il m'apprend rien. Mais ça va être plus vers ce genre de choses, donc des biographies. Donc j'ai Steve McQueen aussi, tu vois, j'ai lu sa biographie, ça m'inspire beaucoup. Mais après des choses beaucoup moins extrêmes, si tu veux, je suis plus inspiré par. Évidemment, quand je vois un film d'Arnold Schwarzenegger, tu sais, as envie d'aller pousser après parce que tu le vois,
il est monstrueux, il reflète. Mais encore une fois, tu vois, c'est un acteur de film d'action. C'est pas, je suis pas impressionné par Arnold le bodybuilder. Tu vois, ça va être dans son rôle de. Donc c'est plus des, comment on appellerait ça, pas des archétypes, mais des symboles, tu vois, des choses comme ça, comme pourrait dire Jung en psychologie, plus que du concret, que de la réalité, quoi, si tu veux. Ouais. Ok, ouais, tu prêches un convaincu sur les biographies parce que j'adore lire des biographies. Et notamment, je te conseille, si tu l'as pas lu, justement, la biographie Total Recall d'Arnold Ouais, Schwarzenegger. je l'ai lu plusieurs fois. Ouais, moi aussi, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai trouvé vraiment J'attends excellent. même qu'elle sorte en audio, parce qu'elle est en audio, mais que en anglais. Ah, J'attends qu'elle sorte en audio en français sur Audible, là, parce que je pense que. En plus, en audio anglais, je crois qu'elle est même lue par Arnold. ah ouais? Ouais. Je vais aller écouter ça, ça m'intéresse. À mon avis, il ne doit pas tout lire parce que ça doit faire 10 heures ou peut-être même plus. Ouais, Mais ouais, bah, j'en ai lu pas mal. Elon Musk aussi, j'avais bien aimé. Ouais. Elon Musk, elle est pas mal du tout. Parce que justement, encore une fois, j'aime quand ça parle c'est bien. En fait, tout ce qu'ils ont fait à l'écran, on le sait, ces gens-là. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a derrière l'écran. Et en Exactement. fait, tu te rends compte que c'est pas des gens. Par exemple, je recommande aux gens, ça n'existe pas en Kindle, mais en livre papier, elle existe. La biographie de Sean Connery. Ouais. Sean Connery, ce mec-là, c'était un routier, quoi, tu vois. C'est vraiment, tu vois, pas du tout le gars, tu vois, avec une cuillère en or dans la bouche. C'était un Écossais, famille pauvre, tu vois, un peu le parcours à Arnold, quoi. Et le gars, il a réussi à devenir une icône, un sex symbole, un super acteur, et puis un bon acteur en plus, tu vois. Puis il lui est arrivé des péripéties avec la mafia, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et tu vois l'envers du décor et tu te rends compte que ces bonhommes-là, c'est des bonhommes qui ont vraiment vécu des aventures, des vraies aventures au-delà de Ouais. l'écran. Il y a eu ce qu'ils montraient à l'écran, mais dans la vie, alors pas tous, hein, il y a peut-être des biographies qui sont pourries. Mais d'ailleurs, j'ai lu celle d'Andy Warhol, elle n'est pas terrible. Mais il y a certaines personnes comme ça, tu te dis, ouais, bah. Et puis, tu vois, Steve McQueen, pareil, je lisais, bah, il y a tu vois, le mec a la drogue, tout ça. C'est des mecs qui ont morflé, en fait. Et tu regardes comment ils se relèvent, tu regardes tout un tas de choses. Et puis, moi, ça me donne un regard aussi un peu historique sur les années 60, 70, 80, des choses qu'on n'a pas réellement vécues, nous, à notre âge, quoi. Mm. Il y a toujours un lien, toujours quasiment sur tout, en tout cas les acteurs, hein, il y a toujours un lien à un moment donné où ils parlent de forme physique. Ouais. Ils vont toujours dire pour ce rôle, j'ai dû me préparer. Par exemple, je vais donner une anecdote, mais Roger Moore, quand il se préparait pour, je crois que c'était James Bond, le premier qu'il faisait, il disait qu'ils lui ont dit, bon, ben, on te veut pour le rôle, mais par contre, il faut couper tes cheveux et perdre un peu de poids. D'ailleurs, il avait répondu, en fait, vous voulez quelqu'un d'autre, quoi. Vous êtes sûr que vous voulez que je fasse le truc. Et bon, pour sa préparation, alors je sais plus si c'était pour James Bond ou un autre film, mais bon, en tout cas, pour sa préparation, il avait découvert, tous les acteurs prenaient à l'époque un certain cachet, un médicament que tu allais prendre en pharmacie, et ça leur coupait la faim et tout. Mais ça les excitait vachement aussi. Ils sentaient qu'ils avaient de l'énergie. Bon, en fait, il s'est avéré qu'il a dû être limite en cure de désintox à cause de ça, enfin, cure de désintox légère, hein, parce qu'en fait, c'était des amphétamines. À l'époque, c'était légal. Donc, il prenait des amphétamines pour pas avoir faim et avoir de l'énergie. Forcément, tu maigris, hein. Énergie, tu brûles des calories, t'as pas faim, t'en manges pas, donc t'as la pêche. Et donc ça marchait. Mais bon, il s'est avéré que c'était des amphétamines, quoi. Ça avait un nom, c'était un médoc connu. Je l'avais partagé parce que à mes VIP, je leur envoie tous les vendredis une newsletter spéciale où je donne plus ou moins mes quelques trucs que j'ai découverts la semaine et tout. Donc il y a quelques études scientifiques que j'ai trouvées sympas. Et je donne aussi des reportages, des machins ou des citations de lecture et tout. Un peu comme fait Tim Ferriss, je sais pas si tu connais, avec sa news. Il fait ses 5 bullet Friday, ou je sais plus comment il appelle ça. Ben moi, je me suis dit, tiens, c'est pas con du tout ce qu'il fait. Alors moi, je l'ai fait à ma sauce, parce qu'il y a vu qu'il y a des études scientifiques que je partage aussi. Mais bon, j'en parlais d'ailleurs, des fois, je leur envoie cette citation, je sais que je l'avais envoyée dans le mail du vendredi, quoi. D'accord. Je sais même pas pourquoi on est venu à parler de ça, mais c'est sur les biographies, quoi. Ok. Et non, c'est très intéressant. Moi, j'avais lu la biographie de Mandela et de Gandhi. Et quand tu vois d'où ils partent, ce genre de biographie, je trouve ça effectivement hyper inspirant, quoi.
Tu as donc t'as un blog, enfin un site internet, donc fitnessmith.fr, c'est ça? Ouais. Donc une chaîne YouTube donc du même nom. Et qu'est-ce qui t'a motivé à les créer en fait? Bah, j'avais des messages à partager par rapport comme je te disais, à ma réussite rapide lors de mon premier régime. En fait, j'ai réussi à perdre mon poids, j'étais content, mon physique. Enfin, je me disais, c'est pas possible, j'arrive à avoir des abdos. Enfin, être l'image que j'avais dans ma tête, j'avais réussi à l'atteindre assez facilement et rapidement. En fait, enfin, ça m'avait pas paru difficile. Donc, et puis je lisais déjà, tu vois, des forums et tout déjà avant, et je voyais que tu vois, les gens étaient un peu dans leur truc où c'était difficile, il y avait que la génétique qui comptait, tu vois, il y avait. Tu sais, c'est quand même étrange, j'avais une génétique pourrie à la base, enfin, personne aurait parié sur moi, j'aurais eu une cote énorme, si tu veux, si on avait parié sur moi. Et pour avoir des abdos, je parle, hein, pas pour être beau ou quoi que ce soit, hein, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai un super physique. Mais voilà, il y avait ça sur les forums, donc je me suis dit, bah, j'ai envie de mettre des messages autres, de dire, voilà, mon parcours. Alors sur les forums, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait du positif et du négatif. Parce que forcément, les forums, tu parles à un émoticône, tu parles à une vignette, à un avatar, tu sais pas qui y a derrière le schtroumpf en fait. Hein. Des fois, il y a un vrai gars musclé, des fois, il y a un ado, des fois, il y a un gars, il est obèse, il te donne des conseils pour avoir des abdos, t'en sais rien. Donc du coup, je me suis dit, j'ai envie d'avoir mon propre espace libre de parole parce que j'ai envie de partager des articles, j'ai envie de partager ma philosophie de vie. À l'époque, il n'y avait pas de blog où les gens parlaient d'eux-mêmes. En fait, il y avait des blogs, des sites généralistes hein, où les gens donnaient des conseils, tu vois, genre pour reprendre de la masse, il faut faire ça et tout. Moi, j'avais envie de parler de ma life, en fait. J'avais envie de parler de ma life fitness, hein, pas de ma vie en mode story Instagram et tout ça. J'avais envie de parler voilà, j'ai testé de faire ça pendant une semaine, voilà ce que ça a donné. C'était comme ça, en fait, c'est comme ça que c'est venu. J'ai commencé à parler, ça a pris, ça a marché. Et un jour, il y a des gens, ils m'ont dit j'aimerais acheter tout le plan que tu as suivi. Donc je me suis dit ouais, mais bon, c'est ce que j'ai suivi, quoi. Après, tu peux t'en inspirer. Donc, et si tu veux, j'avais pas la prétention d'écrire un truc. Puis après, je me suis dit, bah attends, en fait, il y a des tas de gens qui écrivent des livres sur le protocole qu'ils ont suivi et tout ça. Et les gens achètent parce qu'ils ont envie de savoir, en fait, par simple curiosité. Je me suis dit, arrête de te placer dans la peau d'un coach qui donne des conseils. Tu racontes juste ton protocole. Peut-être que ça va aider des gens et peut-être que d'autres non, ça leur conviendra pas. Donc je suis rentré dans cette logique, en fait. Je me suis dit, je vais écrire par rapport à moi, quoi. Et j'ai écrit mon programme, j'ai mis un peu de temps, j'ai écrit, j'ai rédigé, comment j'avais fait la prise de masse, comment j'avais fait, enfin, prise de masse, j'en ai jamais réellement fait, mais comment je faisais, comment mon muscle était venu, le protocole que j'avais suivi, comment, enfin voilà, tout. Et je l'ai proposé à la vente. Les gens ont été intéressés, ils ont acheté. Puis après, ça a grossi de plus en plus, quoi. Je faisais des vidéos. Quand j'avais, si tu veux, quand tu apprends tout le temps, Ouais. moi, j'apprends plus que je ne diffuse. Donc, du coup, je suis tout le temps, tu veux, mon réserve. Là, attends, je vais te dire un chiffre concret, mais liste des sujets YouTube. Enfin, YouTube ou formation ou autre. Je suis à. Attends, on peut les classer par nombre ou pas Bullet point. Oui. Alors, liste. Là, j'ai 34 sujets d'avance. Ah ouais. Je suis pas, tu vois, moi, j'ai pas le problème de la page blanche. Ouais. J'ai 34 sujets où je sais qu'il faut que j'en parle parce que je sais, j'ai appris des choses et tout. Et c'est en suspens. Il y en a que j'ai fait, il y en a que j'ai coché déjà, je vois, et il y en a que j'ai pas fait. Donc du coup, enfin, je suis jamais. C'est pour ça que je te dis pourquoi est venu. Enfin, tu me demandais comment est venue l'idée de la YouTube et le blog et tout. Ben, c'est parce que j'ai tous ces trucs-là en suspens. Moi, c'est une manière pour moi d'en parler, de les verrouiller aussi, de les ancrer, tu vois, parce qu'il me suffit de remonter qu'est-ce que j'ai dit à cette époque-là et de ne pas refaire la même chose, de progresser en fait. D'accord. Et en Ok. fait, il y a quelques gens, tu vois, c'est pas des millions d'abonnés, mais il y a quelques gens qui ont la même philosophie que moi. Et donc, du coup, c'est mes clients depuis des années. Ils sont abonnés sur mon site. Bon, c'est vrai que mon site, il a le tarif d'un abonnement Netflix alors que tu apprends des choses. Contrairement aux formations qui sont un peu. Enfin voilà, aujourd'hui, on est plus dans la politique où une formation se vend dans les 100 euros. Bah, moi, pour 9,99 €, les gens, ils ont toutes les archives plus toutes celles qui sortent chaque semaine. Je peux faire ça parce que ça fait depuis 2013 que je produis, donc j'ai beaucoup de contenu.
Donc du coup, enfin voilà, il y a les gens quand ils viennent au début, ils comprennent même pas. Ils se disent mais c'est pas normal en fait. Ils s'attendent pas à ça en fait. Et personne se lancerait dans un business comme moi je fais. C'est certainement plus rentable de vendre ses formations à l'unité, cher et tout ça, certainement. Moi, je me suis toujours dit, je me place dans la peau de celui que j'étais quand j'ai démarré, c'est-à-dire un mec avec un salaire, un loyer, de la bouffe à payer. Je n'avais pas 100 balles par mois à mettre dans une formation. Ouais. Donc, je me dis par contre, 10 balles, oui. 10 balles, j'aurais pu les mettre. Donc, je me dis, ces 10 balles-là, ben voilà, moi, j'ai envie d'aider ces gens-là, tu vois, Et puis après, des gens qui veulent se faire aider en consultation et tout, et c'est autre chose. Il y a un tarif aussi pour ça, mais le cœur de mon travail, faire des formations comme ça, comme je fais toutes les semaines, c'est un prix bas avec, ben voilà, comme Netflix. Tu as un catalogue complet, tu as accès à tout pour le même prix, et tant que tu restes abonné, tu as accès à tout. D'accord. Donc, en fait, donc ça, c'est ta zone VIP. Donc, dès que tu Ouais. t'inscris à ta zone VIP, tu as vraiment accès à tout l'historique en fait, des formations Ah que ouais, tu as pu faire. Tout ça. Ah ouais, d'accord. c'est Netflix. C'est pareil que Netflix. Quand tu es abonné, tu as tout le catalogue. Et toutes les semaines, bah, sur Netflix, tu as des nouveaux épisodes. Bah, moi, toutes les semaines, il y a une nouvelle formation sur un nouveau sujet. Toutes les Ah semaines, oui. toutes les semaines. Donc là, j'en ai 400 des formations dans le catalogue. Ah oui. Ouais, Eh c'est oui. un catalogue là quand même. Bah, imagine, toutes les semaines, depuis 2013, je produis une formation. D'accord. Ok. Donc Et, j'ai peut-être eu des ratés des fois, ou il y a peut-être eu des fois où il y en a eu plus, mais j'ai une moyenne de 400 contenus disponibles là. Et donc là, dimanche, il y en aura 401. Tu vois, ça monte chaque semaine une nouvelle. Qui d'accord. n'annule pas, qui n'enlève pas les anciennes. Tu peux aller voir C'est ça qui. Je trouvais ça intéressant quand tu t'abonnes, tu vois, d'avoir accès à autant, quoi. Et alors, donc, tu fais des formations. Quand tu es en accès VIP, est-ce qu'il y en a qui peuvent te poser des questions via le VIP ou c'est un accès juste aux formations? Bah, si tu veux concrètement, tu as ça c'est le premier truc. Tu as toutes les formations. 2, tu as accès à ma messagerie, tu peux me poser des questions et tout, puisque je sais quand la personne est VIP ou pas. Et quand c'est VIP, je sais que c'est une personne où je peux passer du temps à répondre sur un email un peu plus long. Là, notamment hier, on parlait du sommeil avec quelqu'un qui refaisait toute sa literie. Il sait que moi, j'ai tout refait, Ouais. les problématiques que j'ai eues et tout. Je lui donnais un mail assez complet là-dessus. Ouais. Comme je te dis, il y a la newsletter du vendredi aussi que les gens reçoivent, où là, il y a un petit condensé d'études scientifiques. Il y a des petites découvertes. Alors, c'est des gadgets que j'achète sur Amazon, des choses comme ça. Là, par exemple, ce matin, j'ai parlé de ma nouvelle barre de traction avec mon appareil à dips. Mais ça peut aller sur plein de choses. Le café, où est-ce que je le commande, des appareils de cuisson, tout un tas de choses. Et puis après, il y a les programmes, il y a plein de petits PDF. À chaque fois que moi, je me fais un programme d'entraînement, que je le tiens un certain nombre de temps et que je trouve qu'il est bien, je le mets en forme en PDF après et je le propose, je explique pourquoi je l'ai fait. Il y a une vidéo plus l'entraînement. Enfin bon, c'est hyper dense et complet. Ah oui, d'accord, ok. Et, est-ce que tu proposes d'autres services? Alors, tu disais que tu faisais de la consultation aussi. Je ne sais pas si tu Ouais. fais des coachings. C'est pas vraiment des coachings, parce que des coachings, pour moi, un coaching, c'est un suivi. Coaching, c'est en présentiel ou alors en Skype permanent. Enfin, tu vois, il y a un réel suivi. Moi, c'est plus une consultation en mode la personne arrive avec une liste de problématiques ou avec un objectif de perte de graisse ou quoi. C'est jamais des débutants. C'est toujours des gens qui ont déjà des choses. Et moi, par rapport à toutes mes connaissances, je vais les guider. Je vais leur dire, écoute, la recherche par rapport à ça, elle est plutôt à l'inverse de ce que toi tu fais ou des choses comme ça. C'est vraiment une consultation à but pédagogique. La personne en ressort grandie. Alors, elle a un plan. Je lui fais il y a 2 formules. Il y a une formule où c'est que en audio, une formule où elle peut avoir un plan en PDF après. En fait, c'est tout ce qu'on dit durant la consultation, c'est mis sous forme de texte, de tableau, tu vois, pour bien organiser la personne, sa progression et tout. Mais c'est pas un coaching comme on l'entend. J'ai mis le mot coaching parce que pour des soucis de référencement, si tu veux, il faut bien donner un nom aux choses, sinon Google t'aime pas. Mais c'est réellement de la consultation, quoi. D'accord, ok. Et donc, si on veut donc s'inscrire à ta zone VIP ou faire appel à toi pour une consultation, on peut tout retrouver sur ton site, donc fitnesssmith.fr. Et Ouais. on t'envoie un mail ou tu as une zone dédiée pour. Non, après, les gens, qu'ils aillent faire un tour sur le site. Quand sur la page de garde, il y a tout. Ils peuvent aller voir les podcasts, ils peuvent aller voir les articles écrits. Il y a même un onglet contact. Ils peuvent me contacter, même s'ils ne sont pas abonnés. Il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde, hein.
Si je réponds pas, c'est que j'ai pas reçu le mail parce que voilà, je sais pas, le serveur a pas marché, mais moi je réponds à tout le monde. Mais c'est la meilleure solution pour me contacter, c'est le site internet, rubrique contact. Parce que sur les réseaux sociaux, je prends plus le temps de répondre parce que ça me prend trop de temps. Il y a une personne, d'ailleurs un des membres, qui m'aide un petit peu à gérer le groupe, parce qu'il y a un groupe VIP aussi sur Facebook et tout, qui m'aide un petit peu à tout ça. Et les emails, justement, enfin les messages sur les réseaux sociaux, c'est lui qui les voit arriver. Il les redirige un petit peu vers la boîte mail. Parce que moi, sinon, je m'en sortais pas. J'ai besoin, si tu veux, pour être productif, enfin voilà, il faut que je puisse travailler, quoi. Et je peux pas traiter des petits messages comme ça tout le temps. Donc, je me concentre sur les emails que je reçois. Comme ça me fait une seule boîte à ouvrir le matin. Et ça, les gens peuvent le retrouver sur mon site sans problème. D'accord, ok, super. Et tu as des projets à venir ou pas? Des projets, oui et non. Moi, déjà, de continuer à. Tu sais, moi, toutes les semaines, c'est un nouveau projet, puisque toutes les semaines, j'ai une nouvelle formation à tourner. Ouais. Donc, j'ai pas de période, si tu veux, où moi, je me repose sur mes lauriers. Je suis tout le temps en projet. Évidemment, ouais, j'ai des nouveaux trucs, mais je les garde un petit peu pour moi, parce que c'est des idées pour mettre en place certaines choses, on va dire, par rapport encore ou à la zone membre, ou à comment je vais apporter de la connaissance aux gens, que ce soit sur YouTube et tout. Et pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est pas que j'ai pas envie trop de me faire copier, je m'en fous, mais c'est surtout que j'ai remarqué que moi, quand j'en parlais, ça fait l'effet inverse des autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand ils en parlent, ça les engage et ils font les choses. Moi, quand j'en parle, j'ai plutôt tendance à avoir un esprit de contradiction et à dire, en fait, non, j'ai plus envie de le faire, tu vois. Parce que j'ai horreur d'avoir une pression sociale ou, tu vois, j'ai un esprit de contradiction, en fait. Tu vois, quand on me demande de faire un truc, moi, j'ai peut-être trop mal vécu l'autorité. Et du coup, j'ai envie de faire l'inverse. Donc, j'en parle pas. Mais oui, j'ai quelques petites choses comme ça qui viendront dans déjà courant 2021 et puis à venir. De toute façon, j'ai confiance en ma créativité, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, on arrive à la fin là. Ouais. Sur quel réseau on peut te suivre? Je suppose que tu as, du coup, tu disais un Insta, une page Facebook. Tous les réseaux qui existent. Alors, moi, ce que je conseille aux gens, le plus intéressant, c'est le podcast. Ils tapent La Pause Fitness dans n'importe quel moteur de podcast, ils vont me trouver. Je trouve que c'est la façon la plus saine de suivre mon travail sans être abonné, VIP et tout au début pour se faire une idée. Bon, voilà, c'est de l'actualité. Instagram, ouais, je poste un petit peu, mais bon, c'est pas, si tu veux, je traîne pas trop dessus. Je mets toutes les semaines des petits trucs, mais bon, je traîne pas trop dessus. J'ai un petit canal Telegram depuis quelques temps là où je poste des choses, d'ailleurs que je mets plus sur Instagram et que je mets dans le canal Telegram, des choses un peu plus privées. Donc le canal Telegram, ouais, c'est pareil. Les gens trouveront le lien s'ils vont sur Insta. Il y a des liens en bio et tout. C'est assez facile à trouver. Il n'y a pas de problème. Quand on veut vraiment, on le trouve. Mais après, ouais, YouTube, mon pseudo sur n'importe quelle plateforme, en fait, on me retrouve. Mais chaîne YouTube et le podcast, je pense que c'est le principal pour les réseaux sociaux, quoi. D'accord. De toute façon, je mettrai des liens en description sur C'est sympa, merci. la version YouTube. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a bien parlé là. On a fait un peu le tour. Je te remercie encore de m'avoir accordé ton temps pour cette merci pour l'invitation. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller voir donc, le travail de Théo donc, sur fitnessmiss.fr et sur tous les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous, merci.